Alain, je te renvoie la question parce que là, tu as un nouveau setup. Ben oui. Puis là, j'espère que ça va paraître quand je vais faire le montage, que le son va être de meilleure qualité. Mais Je décris-moi donc l'espère ça. aussi. Mais dans le fond, j'ai fait une petite upgrade. Je suis passé... vous avez sûrement dû entendre la différence, là. Je l'espère, du moins. Je Parce l'espère qu'au aussi. niveau, au niveau du prix, c'est rien à voir. Mais en gros, quand on enregistrait au studio, j'étais sur ton setup que tu parles actuellement. Ouais. Là, on s'est séparés. On commençait à enregistrer à distance pour raison de COVID. Ça, c'est évident et tout à fait logique. Mhm. Puis, ben là, moi, j'avais un micro que je pensais qu'il allait être bon pour faire la job, qui était un Blue Snowball. Mais la Blue Snowball, elle captait mais là, je dis ça, puis j'espère que ça va pas paraître, là, mais des bruits de respiration, des bruits de chaises, j'étais pas d'isoler bien les sons, puis aussi, au niveau de la qualité, j'étais pas satisfait. Ouais, Donc, j'entendais beaucoup, comme, je veux dire, un son qui sonnait cacane. Là. C'était vraiment moi ce que je remarquais. Là. Puis ce qui était bizarre, c'est... Pourtant, je trouve, à me réécouter, je l'entendais pas, mais au final, effectivement, là, pour le confort de vos oreilles, j'ai investi dans un meilleur setup. Là. Donc, je peux vous décrire un peu la chose. Je suis rendu... Dans le fond, j'ai acheté une carte de son Roland Rubix 24 et j'ai branché en XLR un micro standard, le Sennheiser. Sennheiser? Comment tu dis ça, ce mot-là, Pat? Oh mon Dieu. Pas mal comme tu l'as dit, en fait. Là. Je pense Sennheiser? pas que... Ouais, Sennheiser. 835, qui est comme un standard évolue, un petit peu plus moderne que le micro que Pat a présentement, qui est le... Je pense que c'est le Shure... En tout cas, SM58. Le Shure SM58. SM58. Ouais. Mais ouais, bref, j'espère que vous allez l'entendre, parce que moi, en tout cas, ce fut quand même assez périlleux à magasiner en temps de COVID. Là. Il a fallu que j'aille à plusieurs endroits me chercher le matériel, puis ça s'est fini que j'ai acheté un câble XLR une journée avant le confinement. Mais finalement, toi, tu as été dans... Autant le micro que l'interface, tu été dans l'usager, si je ne me trompe pas. Oui, c'est exact. J'ai pris un micro usagé et une interface usagée aussi. Cool. Par souci un peu d'économie et d'écologie. Là. J'avais pas besoin d'interface neuve. Là. Surtout, en plus que la carte que j'ai eue, ceux qui sont curieux iront faire des recherches, mais c'est quand même une carte qui est sortie récemment. Là. C'est pas une vieille affaire. Là. Non, donc, ça va l'air quand même assez bonne qualité avec aussi, je pense, des plugs MIDI dessus. Là, pour. Oui, j'ai du MIDI. Donc si, c'est quand même très cool. Moi, je planifie peut-être l'achat d'un piano plus tard que je pourrais connecter en MIDI puis les inputs, envoyer ça sur l'ordinateur. Donc, ça pourrait être fait. Ah, c'est excellent. Donc, non, je suis content de mes achats et j'espère que vous allez entendre la différence. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode numéro 13 du podcast Bonjour à Montréal, en compagnie de Patrick. Et de Alain. Ça fait beaucoup trop longtemps qu'on a enregistré, guys. Je suis très excité de vous parler et d'avoir un auditoire, parce que officiellement on est sorti, là. C'est un épisode qui va être live. On l'espère d'ici très bientôt. Là. On n'est plus dans les projets ou la pratique, on est rendu dans le réel. Oui, mais en fait, tu dis ça qu'on est sorti. On est sorti à notre audience réduite. Réduite on n'a pas pour publicisé, même si c'est disponible publiquement, sauf encore, on a toujours en attente d'Apple Podcast, mais les autres sont rendus publics. Donc en théorie, l'épisode 1, mais en fait, on a commencé à 3. À 3. De 3 à 12. Donc, de 3 à 12 serait disponible sur, par exemple, Google Podcasts ou Spotify, plateforme traditionnelle. Apple est un petit peu plus snob, là, ça prend plus de temps. On s'excuse pour les auditeurs qui utilisent des produits Apple. C'est un petit peu plus long, mais ça va venir tranquillement. On est en période pour se faire approuver chez Apple. Exactement. Alain, c'est notre premier épisode de l'année 2021, alors je vais te souhaiter une bonne année. Ben merci. Apparemment, à une année 2021 mieux que la 2020, mais ce sera pas bien difficile à battre, là. Ça sera pas difficile à battre, mais on n'a pas l'air sorti du bois sur bien des thèmes, en fait, qui occupent encore l'actualité, pour ne pas parler du COVID puis de d'autres choses aussi, mais ouais.
Mais le positif, c'est que notre cher premier ministre, M. Justin, nous a promis, a réussi à obtenir un contrat de 20 millions de doses supplémentaires. Ça, c'est très frais là, aujourd'hui, la date qu'on enregistre. Ouais. Ce qui va permettre à la très grande majorité des Canadiens d'ici l'automne qui veulent se faire vacciner, d'avoir un vaccin. Mais là, tu vois, en fait, les délais qui étaient indiqués aujourd'hui, quand j'ai regardé les nouvelles tout à l'heure, c'est quand même, ça va être... ils prévoient vacciner la moitié des Canadiens d'ici la fin du printemps. Donc, d'ici la fin juin. C'est quand même très bien. Là. C'est même mieux que le calendrier initial là, qu'on parlait il y a quelques semaines seulement. Oui, non, mais c'est là qu'on voit que le COVID, c'est un virus, et le virus, c'est très évolutif, puis la situation évolue à chaque jour. Là. Ceux qui sont un peu nostalgiques pourront aller écouter notre épisode où est-ce qu'on parlait de nos prédictions, là, mais... Et on était pas du tout dedans. Hey, non, on n'était pas là. On était loin de comprendre l'ampleur et la durée de la crise, surtout. Là. Je sais pas pour toi, Patrick. Là. Ouais. Mais Alain, avant qu'on parle du COVID, qu'on en parle un peu plus tard dans nos follow-up, je vais te demander d'abord, est-ce que tu avais, pour ta veille du jour de l'an, est-ce que tu avais regardé Infoman et le Bye Bye 2020? Moi, la journée même, non, mais j'ai eu la chance de le regarder plus tard. Là. Surtout en plus, après avoir eu des échos positifs des deux projets. Là, ça m'a fait plaisir de regarder ça, puis j'ai vraiment apprécié. Là. Cool. Ben, rapidement, qu'est-ce que tu as apprécié d'Infoman? Qu'Infoman, moi, j'ai deux vraiment peut-être sketch, mais en réalité, le deuxième, c'est même pas le sketch. Mais mon événement préféré, c'était le Lip Sync Battle. Je trouvais ça tellement parfait. Je pense que j'étais pas capable de pas rire pendant tout le sketch. Tellement je trouvais drôle. Je sais pas pour toi. Ouais. Non, c'était un bon sketch. Encore une fois, qui reprend... mon Dieu, hey. Du monde là, que je peux même pas croire qu'on a du monde de même au Québec. Là, genre, conspirationniste étiré, là, puis c'est comme... Oh my God. Mais c'est fou, là. On s'excuse pour ceux qui ont des croyances un petit peu plus ésotériques ou non... mais c'est correct d'avoir des visions puis de contredire l'autorité. Là. Je l'ai fait moi-même en 2012 avec les frais de scolarité. Oui, mais quand tu es dans le déni à ce point-là, on n'est plus à la même place. Là, puis c'est là qu'on voit aussi l'impact des médias sociaux, à quel point ça rassemble le monde, puis ça les alimente entre eux. Là. Puis ça fait des choses bizarres. Puis on l'a vu dans le Lip Sync Battle. Là. Ouais. Toi, Patrick, si je te retourne la balle, est-ce que tu as un sketch qui t'a plus marqué ou que tu as plus apprécié? Mais tu vois, je l'ai pas dit, mais ça, j'ai re-regardé Infoman et Bye Bye hier soir pour justement avoir ça frais en tête, là, puis prendre quelques notes. Mais j'avais écrit l'intro. D'abord, l'intro, là. Ah oui, je me suis fait prendre, là. Moi, je regardais ça, puis j'étais comme, oh mon Dieu, une conférence de presse. Ils ont pris la peine d'aller chercher Patrice Roy, de mettre le framing comme c'était genre... Radio-Canada, les nouvelles, puis c'était comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ils ont le budget puis les personnalités pour le faire. Oui, puis c'est le même poste, hein? C'est le même poste. Ça se permet de faire un moi aussi, je m'étais fait avoir là, un petit 30 secondes. Oh, ouais, jusqu'à temps que tu vois, genre Jean-René Dufort, là, comme je pense que c'est le premier 15 secondes, là, c'est comme, oh my God. On y croit, non. oui. Non, oui, c'était excellent pour ça, ouais. Non, l'autre, je pense, je ne l'ai même pas noté, mais tu me fais te rappeler ça en parlant de ton truc. Je veux dire, le sketch qui est avec, je me souviens plus le nom de l'artiste, mais qui est dans la tête de, puis en fait comme dans la tête de Arruda, puis dans la tête de Justin, là. C'est toujours magnifique. Très drôle. J'ai trouvé un peu méchant envers surtout Justin. Je trouvais qu'il passait un petit peu trop comme idiot. Mais quand même, je trouvais ça très drôle. C'est le but de ce sketch-là, surtout. C'est qu'il tire sur les traits. Là. C'est fait pour exagérer des choses qui se passent. Puis avec preuve à l'appui. Là. Mais ce que j'aime toujours, moi, d'Infoman, de façon générale pour les hebdomadaires, mais aussi pour le spécial fin d'année, c'est la présence des politiciens. Comment sont. Tu sais, on fait pas juste faire des sketchs sur eux, ils sont comme dans les sketchs, sont interviewés dans l'émission. Puis je trouve ça toujours très intéressant d'avoir leur présence, en fait, puis d'avoir leur point de vue là-dessus, puis de leur donner une chance de réagir puis de répondre à... Absolument. Puis Jean-René Dufort, là, s'il est rendu une sommité dans son domaine, là, il est respecté, il est écouté. C'est pas un nobody là, que les politiciens accepteraient de faire des interviews comme ça. Là.
Mais il sait que c'est toujours constructif, puis dans le fond, même si ça fait rire un peu au final des auditeurs, c'est jamais mauvais, une mauvaise foi que c'est Non, fait. c'est ça, c'est jamais une mauvaise foi, mais oui, il va quand même aller pincer le monde là, sur des petites choses qu'ils ont faites, là, comme par exemple le go qui disait difficile au lieu de difficile. Ouais, mais tu sais, il en Exemple parle comme ça, là. directement avec la personne concernée. Oui. Puis c'est ça qui est le qui fun. est malade. Ouais. C'est ça que Ouais. j'ai aimé, là. C'est le fait, tu fais pas juste rire de la personne, t'as aussi la notoriété pour aller lui en parler en pleine face. Tu sais. Ouais. C'est Non, pour difficile, ça. ce mot-là? Puis juste peut-être dernier truc que je peux penser, j'ai bien aimé à la fin le câlin Ah oui. avec Arruda au travail de la feuille de plastique. Ah, tu vois, moi, Ah oui, c'était excellent, bon, ça. C'était excellent. J'ai adoré ça. Un câlin sécuritaire, là. Exactement. Mais t'allais Mais dire? moi, c'est encore plus à la fin, là, la destruction Ah du oui. signe 2020. Là. Genre, j'étais pas prête. Là. Ouais. C'était beaucoup trop bien visé, je trouve, puis ça tombait beaucoup trop bien. Là. Ouais. Mon petit côté de Toki était très satisfait de ça. Là. On va dire comme ça. Là. Oui, je peux te comprendre là-dessus. Sinon, si on passe au prochain, le bye-bye, est-ce qu'il y a un sketch qui t'a un peu plus attiré? Ben, c'est quoi? J'en ai quelques-uns que j'ai trouvé, que j'ai bien apprécié. Tu vois, à un moment donné, j'écoutais, puis j'étais comme... De façon générale, j'ai beaucoup apprécié le bye-bye. Autant Infoman aussi, mais j'ai beaucoup apprécié le bye-bye. Puis tu vois, les réactions de mon entourage semblaient beaucoup plus positives, mettons, que les années précédentes. Donc, somme toute, je pense qu'ils ont très bien fait. Mais oui, tu vois, en écoutant, là, à un moment donné, j'ai revu un sketch, j'étais comme, ah ouais, lui, là, je le sais que c'était un bon, puis je sais que j'en avais parlé comme quoi il était bon. Le sketch sur les bougons. J'ai tellement trouvé ça bon. Le fait d'avoir été chercher les acteurs. Ah oui, tout le cast au complet était là. Puis, genre, c'était long en plus comme sketch, là. C'était un bon 10 minutes. Puis, c'était-tu 10 minutes? J'ai pas calculé. Mais je sais pas, mais c'est comme plusieurs séquences qu'ils ont comme mis ensemble, là, qui ont fait plusieurs sketchs de Bougon à même le bye-bye. Là. C'est là qu'on voit aussi comme un peu... Puis le sujet était tellement pertinent. Là, Ah oui. Les vacances en Gaspésie, oh my God. C'est comment... Ils ont vraiment comme... Pour parler justement des vacances en Gaspésie, ils ont pris, je pense, la meilleure idée qu'ils auraient pu prendre pour parler de ça. C'était génial. Avec les bougons, là, c'est ça, exactement. Oui. C'était parfait. Ouais. Sinon, moi, l'autre que j'ai beaucoup aimé, c'était la chanson de la PCU. Avec Mehdi puis Touki? Fouki, oui. Fouki. Ah mon Dieu, déjà là. Rappeur québécois apprécié de la jeunesse. Oui. Tu vois que j'écoute pas ce rappeur-là. Mais Fouki, honnêtement, je te le recommande. Mais avec des paroles. Si tu écoutes ce qu'il dit, c'est du mumble rap là, québécois, mais c'est un autre niveau, là, ces paroles. C'est comme... je te le recommande. Peut-être pas un album au complet, là, mais 2-3 chansons de temps en temps de Fouki. Moi, j'apprécie bien. Là. Je trouve que ça vient mettre une sorte de fraîcheur sur le rap québécois. Là, j'aime bien. Puis la chanson de la PCU, là, je pense... je l'ai réécouté un peu avant notre enregistrement. Ouais. Puis le seul couplet que j'aimais pas, c'est qu'à un moment donné, il parlait de la SQDC, puis je trouvais que ça rimait pas, mais on dirait que tout le reste, je trouvais qu'il rimait, puis c'était bien, là, j'adorais ça. Là. Puis ce qui est génial, c'est que c'est Mehdi, là, c'est la voix de Mehdi là, qui chante. Là, c'est Mehdi, le chanteur. Vraiment Fouki, bon. Là. Le chanteur. Ouais. Excellent, j'ai adoré. Tu vois, je vais conseiller que, mettons, un autre sketch. Ceux-là de l'audition, mais comme qui ont inversé, justement, au lieu d'aller chercher une personne noire, t'es chercher une personne blanche pour aller mettre à peu près tous les stéréotypes. Puis, my God, je trouvais ça tellement bien pensé, tellement une bonne idée pour présenter ce sujet-là. Absolument. Puis, tu sais, ça va... L'année 2020 a été rapide, mais en même temps, pas rapide. Ah non, on oublie tellement vite, de mais choses. c'était un sujet vraiment de l'heure, là, avec... tout ce qui est arrivé aux États-Unis, surtout là, avec la mort de Floyd. Même ici aussi, là, on a eu Joyce et Shaquan. Exactement, oui. Donc tu sais, c'est quand même pas fou. Juste là. puis, la même année, on a eu deux événements très tristes qui ont marqué l'imaginaire, puis qui vont faire possiblement changer les choses. On sur le long espère que ça terme, va faire changer les choses, mais tu vois, on est encore dans les débats schématiques de notre côté.
Ouais. Puis ça n'a pas l'impression que ça avance, là, donc on espère que ça va changer. Mais bref, j'ai bien aimé ce sketch-là parce qu'elle a quand même, je trouve que ça l'a illustré. C'est tellement absurde, le texte, jamais de ce sketch-là, mais ça montre que c'est inverse le truc. C'est littéralement ce qui se passe en ce moment, puis c'est fou, là. C'est complètement fou là, qu'on soit encore dans une situation comme ça. Il y a des inégalités à même notre société, là, pour pas nécessairement comme c'est toutes des petites choses, mais quand t'es réunis ensemble, ça vient comme vraiment gros pis lourd. Puis honnêtement, le fait d'en parler, j'aime bien ça, là. Ça ouvre la porte, puis de façon humoristique. Puis mon Dieu, ouais. Comme toi, j'ai adoré aussi le Black Lives Matter, le petit clin d'œil, là. C'est un bon sketch. T'as-tu un autre sketch que tu veux parler? Pour moi, c'était pas mal les deux qui m'ont marqué, là. C'est sûr que moi, c'est le Bye Bye en général, j'ai trouvé excellent, là. Rien à voir avec 2019. C'est les deux qui m'ont comme plus accroché, mais évidemment, tout le reste du Bye Bye, dans mon livre à moi, restait excellent. Là. Ouais. Que dans ce cas-là, j'ai allé avec les deux derniers que j'avais notés. J'ai bien aimé le clin d'œil avec l'apparence de Michel-Olivier Girard, qui est l'acteur qui fait les annonces d'AEW. Oui, une espèce de sur l'annonce de François Legault. Là, ouais, ça, c'était un reverse de l'année dernière. Puis, je trouvais ça comme génial. Là. C'était une bonne idée. C'était une bonne façon d'être là. Puis un peu de, comme, je veux dire, de diminuer un peu les échos de l'année passée. Il y a du monde qui avait trouvé ça quasiment méchant l'année dernière. Donc, ça a été une manière de ramener ça. Puis de comme, ouais, ça. Mais moi, le premier, j'avais pas trouvé... Je trouvais que c'était un petit peu trop de gratuit, comme l'année passée. Puis là, tu vois, le fait de l'avoir viré à l'envers, encore une fois, mais beaucoup de... Tu sais, on en parle, le Black Lives Matter, viré à l'envers, IDW, une sorte de viré à l'envers. Ah non, excellent. Ah non, je sais ça très bon. Moi, ça me fait beaucoup rire, celle-là. Puis je vais finir en disant juste le générique avec Trump. Pour toutes les fakes. Comme, c'était beau, là. C'était bien fait, là. Les fake news. Ouais. Puis bref, pour terminer sur le bye-bye, moi, c'est une affaire que j'admire toujours d'année en année. C'est les performances des acteurs, les costumes, le maquillage et le décor, c'est fou, là. C'est l'énergie qui est mise là-dedans, puis surtout qu'on le voit, surtout quand on regarde les coulisses, en fait, là, c'est là qu'on peut apprécier, je trouve, encore mieux. Tout le travail qui est derrière. Tout le travail qui est mis derrière, puis je trouve ça génial. Ça n'a pas dû être facile, là, surtout avec les mesures, puis la distanciation. Non, ça n'a vraiment pas dû être facile. Le chapeau à tous les acteurs. Quand je parle acteurs, pas juste acteurs, mais aussi personnes qui sont derrière le bye-bye. Là, c'est toute une équipe, c'est toute une production pour faire ça. Là. Définitivement. Puis ils se sont pas plantés cette année. Non. Donc, chapeau. Mais tu vois, cette année, j'ai bien aimé ça d'avoir eu beaucoup d'invités. Normalement, ils font pas ça, c'est comme ils ont leur équipe de base, puis normalement, c'est juste eux autres, puis quelques invités, mais cette année, il y a eu beaucoup d'invités. Tu as cherché beaucoup de monde pour plein de sketchs. T'sais, on parlait de Bougon tantôt, il n'y en a aucun là-dedans qui fait partie de l'équipe, puis ils ont été chercher le cast au complet, pour faire ce sketch-là. Que non, je trouvais ça vraiment cool d'aller chercher autant de monde. Puis dans les acteurs qui faisaient partie de l'équipe, je veux quand même souligner la performance de Mehdi Boussaïdan puis de François Bellefeuille, qui sont à la base des humoristes, puis qui commencent maintenant à avoir des rôles autres que dans le domaine de l'humour. Puis mon Dieu, j'ai trouvé tellement bon. Oui, absolument. Moi, plus Mehdi que François. François, on dirait que j'ai eu de la misère quand je l'ai vu à réaliser que c'était lui. OK. Il était tellement bien maquillé, là. Donc, c'est une bonne chose, non? Oui, c'est une bonne chose, mais j'avais... Tu sais, comme, il m'avait pas autant impressionné que Mehdi. Mehdi m'a vraiment beaucoup impressionné. Là. Mais tu vois, juste, mettons, je dis, dans le sketch du karaoké, François Bellefeuille, j'ai trouvé ça tellement bon. Oui. C'est vrai que t'en parles, puis c'était pas mauvais du tout. Quand tu considères que c'est pas un acteur en plus. Non, là, exactement. C'est pas des comédiens de carrière. Ben ça, des acteurs de carrière qui font plein de films ou de téléséries. Puis mon Dieu, je les ai trouvés bons, là, les deux, là, c'est incroyable. C'est ce que j'ai aimé, en fait, justement, puis, mon Dieu, il y en avait d'autres que j'oublie les noms, là, mais justement, le mélange entre des acteurs de carrière, puis qui sont vraiment comme, ça fait longtemps qu'on les connaît, puis des acteurs qui sont plus nouveaux, puis qui sont émergents dans le domaine, puis de voir cette combinaison-là des deux, je trouvais ça vraiment génial, dans le choix des... Absolument, je te rejoins là-dessus.
Donc, Alain, follow-up. Oui. On avait dit qu'aujourd'hui, on allait, je veux dire, analyser le film documentaire de Social Dilemma. Puis c'est drôle parce que justement, on parlait tantôt, je pense que tu parlais tantôt justement de l'effet des médias sociaux, qui est un peu le but de ce truc-là. Mais Film on va d'ailleurs repousser que je ça, n'ai toujours pas vu. Là. Non, c'est ça, puis on va repousser ça la semaine prochaine parce qu'on a quand même beaucoup de choses qu'on veut parler puis qu'on veut parler aujourd'hui. Donc, ça sera l'épisode 14. Bon, ben, à tout le monde, on le dit, hein, The Social Dilemma. Ça, c'est disponible sur Netflix? Exactement, c'est disponible sur Netflix. On mettra le lien dans les show notes. OK. Puis, ouais, on va en parler la semaine prochaine. Donc, un petit devoir à ceux que ça intéresse. Donc, par la suite, on va revenir sur le COVID-19 parce que faut rappeler qu'on a enregistré, la dernière fois qu'on a enregistré, je cherchais la date, on était le 10 novembre. Donc, ça fait quand même un bon 2 mois qu'on n'a pas enregistré. Donc, on a beaucoup de choses qui se sont passées. Faut rappeler au début qu'on venait de débuter le 2e défi 28 jours. Je pense qu'on a enregistré le dernier épisode, donc on était dans le prolongement initial. C'était dans l'overtime, là. Oui, exactement. Puis qu'on avait eu le droit à une annonce pour dire que vous allez pouvoir vous rencontrer à Noël, puis suivi d'une autre annonce 2 semaines plus tard que vous n'avez plus le droit de vous rencontrer à Noël. Tout pour mélanger tout le monde. Les magasins sont restés ouverts à Noël. Ça, jusqu'à Noël. Ça a donné un petit coup, là, très bien pour les marchands, ceux qui ont des commerces. Là, ça a dû faire du bien. Malheureusement, on l'a payé au prix des nombreuses infections. Là. J'ai l'impression... mais si on prend... c'est sûr qu'on peut pas le savoir exactement ce qui s'est passé, où toutes les contaminations se sont passées. Là. Mais le gouvernement met la faute sur les rassemblements de Noël. Surtout. Mais les rassemblements illégaux chez le monde. Là. Dans le temps de Noël, oui. Puis malheureusement, ça a fait en sorte que aujourd'hui, en février, en janvier. On a eu janvier. Effectivement, hein, j'avance le temps. Oui, ils sont pas un mois. Là. En janvier, ils nous ont annoncé un couvre-feu. Ça, c'est tout nouveau. Là. Ça s'est passé la semaine passée. Pour tenter de limiter les déplacements non essentiels hors des heures de pointe. Puis moi, évidemment, ils nous ont annoncé ça à un point de presse à 17h. Là, donc, tous les Québécois et Québécoises étaient rivés devant leurs écrans. Tu regardais la conférence. C'est toujours le classique de quand tu as un point de presse à 17h, tu sais que ça va être une mauvaise nouvelle. Ben oui, non, c'est un classique. Mais toi, Patrick, l'as-tu regardé la conférence? Ah oui, je l'ai regardé en direct. Puis tu vois, juste l'allocution de François Legault, elle a pris 22 minutes. De mémoire, là. C'est comme... Normalement, c'est 1 heure le point de presse, puis juste son allocution à lui, ça a été comme le tiers. Oui, mais ça a débordé. Là. Moi, je regardais vraiment jusqu'à la fin avec les médias des régions. Je trouvais ça bizarre. D'habitude, je me rends jamais jusqu'à là. Mais il y avait beaucoup de journalistes qui avaient des questions, évidemment. Ah oui, ça amenait à plein de questions. Puis tu vois, le lendemain, on a eu un point de presse de la ministre de la Sécurité publique qui a jamais amené des précisions sur le couvre-feu, surtout qu'une liste d'exceptions, puis des exemples des exceptions, comment ça allait se passer et tout. En gros, du GBS, ça fonctionne, mais tu restes confiné. Fait que si tu te casses, je vais dire casser, pas casser, là, mais si tu fais... Non, mais t'as un problème de santé qui demande une intervention, mais oui, t'as le droit de sortir de chez vous, là. Mais tu vas à l'hôpital, pas voir ton voisin, puis après ça, aller à l'hôpital. Tu sais, c'est du gros bon sens, comme on le dit si bien. Puis moi, vu que je commence avant le couvre... Mais en fait, je commence à l'heure de la fin du couvre-feu. Je me suis promené sur les routes du Québec en couvre-feu. Wow! C'est tu commences à quelle heure, toi? Moi, je commence à 5h du matin. Ah, donc, wow! Hey, moi qui me disais, mon Dieu, je me rappelle pas que c'est commencé si tôt que ça. Moi qui me disais comment ils l'ont fini, tu sais, ils l'ont commencé vraiment tôt, ça commence à 20h, mais ça finit aussi vraiment très tôt. Je dis comme qui va sortir anyway, qui travaille le matin tôt au point qu'il doit sortir avant 5h du matin? Mais moi, Patrick. Ça a l'air que toi, c'est la réponse. Puis tu vois, ce matin, quand j'étais au travail, c'était malade. Moi, je prends des petites rues pour sortir de l'île. Puis, les petites rues, il y avait 0 roue. Puis il y avait neigé un peu, là, une petite neige. Ah! Il y avait... Pas de trace à rien, là? Je déviergeais les routes, là, le matin. Wow. Là. Oui. Je comprends ce que tu veux dire. C'était malade. Ah! Puis j'imagine que tu prends un bout d'autoroute aussi? Oui, l'autoroute, tu vois, vu que je commence à 5h, puis évidemment, en commençant aussitôt, je m'arrange pas pour arriver 40 minutes d'avance à la job, là. Je m'arrange pour pas mal arriver à l'heure. Je le voyais, là, plus le temps avançait, plus je voyais de voitures dans le sens inverse. Là, sûrement du monde qui travaillait en ville, du monde qui voulait se déplacer. Là, de plus en plus de monde sur l'autoroute.
Mais Puis ça restait quand même largement inférieur au volume que j'ai d'habitude. Là. OK. Mais là, Alain, ça m'amène à la question. As-tu été intercepté par une police? Pour l'instant, non, mais j'ai 2 de mes amis qui l'ont été. Donc, OK. soyez Amis, collègues de prudents. travail ou pas du tout? Mais dans mon cas, c'était des travailleurs de la santé qui se rendaient à leur lieu de travail. Mhm. Mais 2 personnes que je connais personnellement qui se sont fait arrêter pour des petits check-ups. OK. Mais tu vois, j'ai moins l'impression que tu vas avoir des interventions tôt le matin versus, mettons, le soir. Là. J'ai l'impression Justement aussi, parce mais que- tu sais, moi, Ouais. c'est tôt, là. Les chances que je tombe sur une auto de police, surtout avec le peu je dis peu de villes, là, j'ai genre 5 minutes à faire pour sortir de l'île. Mhm. Mais dans 5 minutes pour sortir de l'île, me faire arrêter, les chances sont faibles. Mais mon patron, il a quand même été un gentil patron. Il m'a fait une belle... il a pris Non, le non, mais template, il faut, on s'entend. il a signé... Par-dessus le template, il a mis le branding de la compagnie Mhm. avec tout signé à main, puis une lettre aussi expliquant mon travail, puis pourquoi c'est essentiel. Parce que malheureusement, moi, pour des raisons de sécurité, je peux pas travailler de la maison. Je travaille avec des données trop sensibles. OK. Donc, j'ai pas le choix de me déplacer sur mon travail. Donc, ça fait partie des règles, malheureusement. Puis, il y a juste au travail qu'on a accès à certains certains accès, là, pour pas en dire Non, je peux trop. comprendre, Là. je peux comprendre. Donc, oui, c'est ça. Donc, Non, mais c'est intéressant. Je savais pas que tu avais été déjà... je veux dire, eu l'opportunité de te déplacer en temps de couvre-feu à cause du travail. mais tout le monde restait chez vous. Là. On Puis on le s'entend. voit, là, je veux pas tirer trop vite, là, mais depuis qu'on a le couvre-feu, en tout cas, ça fait que les nombres de cas baissent de façon... Ouais, mais ça, c'est très parce que c'est ça. Je pense que c'est un addon avec le week-end puis d'autres choses en même temps. Parce que mon C'est impression, ça, là, je peux pas dire impérativement que c'est ça qui a fait la différence. parce que D'ailleurs, il n'y avait pas de preuves. Là. avec le délai des cas, on sait que ça prend de 1 à 2 semaines avant que les cas se fassent repérer, puis un autre 1 à 2 semaines avant qu'ils se ramassent en hospitalisation. Donc, techniquement, les effets de ce qu'on vient de commencer, qui a commencé samedi, ben, on le verra pas avant 1 semaine ou 2. Là. Ouais, non, c'est vrai que j'avais pas pensé à ce niveau. Donc, ça a donné que les chiffres ont été plus bas, surtout hier, un peu aujourd'hui, mais déjà moins. Mais c'est ça, en tout cas, on s'en reparle quand ça va faire une tendance complète d'une semaine. Là. Mais d'ici Absolument. là, De toute façon, je m'en porterai pas on là-dessus. n'enregistre jamais à chaque semaine. Là, donc, on va avoir le temps de voir la situation évoluer. Puis, on reviendra là-dessus rapidement. Là. Mais c'est historique là, ce qu'on vit. Puis, on peut pas ne pas en parler. Mais évidemment, on essaie d'avoir un angle un petit peu plus extérieur aux médias traditionnels. Là. Ça, c'est la liberté du podcast qui fait ça. Sinon, Mais donc, je pense que ça couvre ce qu'on voulait racheter sur le absolument. COVID-19. Puis je pense pas que. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. En date du 12 janvier. Exactement. Et non 12 février. 12 février, il y aura théoriquement plus de couvre-feu, mais ça se peut qu'il y en ait encore. Ouais, c'est ça. On l'espère que ça va pas être prolongé. Là. Ouais, on l'espère. Surtout pour nos commerces. Là. Ouais. On va pouvoir passer aux élections américaines. Ceux qui ont dormi dans une cave, maintenant, l'État de la Géorgie a élu 2 sénateurs démocrates. Donc, les démocrates ont remporté la Chambre et le Congrès et le Sénat, c'est-à-dire. Oui, exactement. Donc, la Chambre de représentants et le Sénat, majorité totale et contrôle absolu pour Joe Biden qui va pouvoir rentrer au pouvoir. On l'espère que ça va bien se passer, là, mais rentrer au pouvoir avec tous les pouvoirs. Mais tu vois, je trouve ça drôle parce qu'on a écrit les show notes mardi dernier. Et le lendemain, on a eu cet événement surréel qui s'est déroulé au Capitole, que je sais même pas par où commencer pour parler de ce soir-là. Mais c'est fou, là. C'est juste fou. Mais ça aussi, là, tu sais, Trump, il dit, il arrête pas de répéter, c'est un non-sens, c'est historique, c'est historique. Mais oui, c'est ça. C'est un non-sens, c'est historique, mais c'est causé par ta délusion totale puis ton absence de concéder une victoire qui a été prouvée à maintes et maintes reprises. Tu sais, Trump, ce qui est dangereux, puis je l'ai dit dans des épisodes passés, là, c'est sa foi absolue envers ses propres convictions. Il est convaincu qu'il a gagné. Il n'acceptera probablement jamais. C'est triste, mais c'est ça. Malheureusement, les Américains ont voté, puis
Tout bad. Mais là, tu vois, la semaine dernière, donc, pour venir ça, ce qui s'est passé, donc, on a eu des débordements, je vais dire inattendus, mais bref, il y a plusieurs signes précurseurs qu'on pourrait dire qui pourraient avoir mis la place à ce que ça arrive. Mais bref, il y a eu des manifestations qui ont débordé au Capitole, qui ont fait que des manifestants ont rentré dans le Capitole, puis ça l'a amené, d'ailleurs, il y a eu des morts, il y a eu des blessés de cette histoire-là. Mais ça a soulevé toutes sortes de questions, toutes sortes de scénarios que j'ai vus. Je veux dire, il y a du monde qui parlait que c'est quasiment un coup... C'est à la limite un coup d'État. C'était proche de ça. Là. Absolument. Les sénateurs... pas les sénateurs, c'est dans le Congrès qu'ils sont rentrés? Mais c'est dans le Capitole. Donc dans là, c'est soit les... Mais je pense que c'est pas les deux. Ou que les sénateurs et les représentants. Là. Ils ont dû arrêter les sessions. Ah oui, mais ils ont dû interrompre. Ils ont dû interrompre puis s'en aller. Là. Ça, c'est ultra grave. Là. Puis, tu sais, ce qui est quand même un peu ironique dans la chose, c'est qu'on parle des États-Unis d'Amérique. Là. Ouais. C'est pas le pays avec un petit budget militaire que ce genre d'affaires-là arrive. Là. Puis là, ça relève toutes sortes de questions sur la politique, puis surtout le droit de parole puis d'opinion. Puis comme quoi la démocratie, même si dans un pays aussi gros et qui peut paraître d'un point de vue d'extérieur autant béton et intouchable que les États-Unis, il est arrivé qu'il y a des manifestants qui sont rentrés dans le Capitole habillés en hommes de la préhistoire, puis ils ont fait des belles photos. Des belles photos, d'ailleurs. Mais tu vois, ça l'a mené, juste par rapport aux gens qui sont rentrés, tu vois, j'ai dit coup d'État parce que j'ai lu et j'ai vu plusieurs choses à ce sujet-là, mais tu avais vraiment un mix de personnes qui étaient là pour manifester, puis essentiellement chialer, mais tu avais du monde là-dedans qui était pas en mode manifester, là, qui était en habit d'armée avec de l'équipement, puis c'était épeurant, là. Ouais, Il y avait du monde. Il y a une photo là, que tu vois, il y a quelqu'un qui se promène avec des menottes en zip-tie, là. Je sais pas si tu as vu la même photo que moi. Non, je l'ai pas vu, cette photo-là exacte, mais tu sais, je suis pas surpris. Potentiellement quelqu'un qui était là pour aller prendre des otages. Je suis pas surpris, Patrick. On parle d'un pays, les États-Unis, où est-ce que je pourrais pas confirmer, mais on m'a déjà dit ou j'ai déjà lu, qu'il y avait plus de guns que d'habitants aux États-Unis. Ça me surprendrait pas. Ce serait à confirmer, là, mais ouais, un pays où il y a la liberté du port d'armes, des affaires bizarres qui arrivent. Là. Puis quand tu donnes des armes destructrices à toute la population ou la possibilité de s'en procurer, il peut y arriver des affaires comme ça, là, malheureusement. Puis tu vois, la présence d'armes à feu, c'est pas tant quelque chose que j'ai vu ou lu. J'imagine qu'il y en a, mais tu vois, j'ai pas souvenir de l'avoir. En tout cas, du monde qui l'ont souligné explicitement. Là. Mais bref, ça l'a mené en fait, il y a eu beaucoup d'après-coup par rapport à cette histoire-là. Là. Justement, beaucoup de monde ont remis en question, ou du moins ont pointé du doigt vers Trump, que justement, ça a été potentiellement lui qui a provoqué cette chose-là, en encourageant les manifestants à se présenter. Puis par après, mais on a eu plusieurs choses qui sont déroulées. Là. On a eu Facebook, Twitter, Instagram. Oui, tous les géants ont décidé de bloquer. Tout le monde a bloqué tous les comptes de médias sociaux de Trump. Sans surprise. Dans les jours qui ont suivi. Là. Mais ça, on savait que ça allait arriver aussitôt que le président allait sortir du pouvoir. Mais là, le fait qu'il coupe son compte avant la fin de son mandat, c'est quand même exceptionnel. Là. C'est très grave ce qui s'est passé. Là. Ouais, ça démontre là, que ce qui s'est passé était très, très grave. On a eu même des apps de réseaux sociaux alternatifs de façon générale pour l'extrême droite qui ont été aussi bloqués des shutdown stores de Google et d'Apple. Amazon aussi. Amazon qui a décidé... première fois qu'on voit ça, là, Amazon qui dit « T'es pas capable de gérer assez tes utilisateurs pour retirer les contenus haineux assez rapides, mais FU, pour pas dire le mot complet, on te coupe. Va déménage ailleurs. On veut plus t'héberger. » C'est quand même fou, là. Ah non, c'est... Ouais. Bref, tout ça, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'était quasiment irréel. Là. Irréel et historique, surtout. Là. On va s'en rappeler longtemps. Mais bref, ça montre à quel point les États-Unis sont dans une situation particulière puis ils ont un bout de chemin à faire Absolument, pour se sortir de ça. Absolument.
Puis, dernier follow-up, Alain, le Google Photo Storage, que je crois qu'on en avait parlé. C'était annoncé le lendemain de notre dernier épisode, d'ailleurs. Comme quoi, finalement, les fameux storage illimités pour les photos, qui venaient généralement avec les appareils de téléphone Pixel, finalement, c'est fini. Ils vont arrêter de le faire. Pour répondre à ta question, ça venait installé par défaut dans tous les appareils Pixel et il y avait de la publicité qui était mise, une emphase là-dessus. Ne perdez plus de photos. Ouais, mais c'est un point de vente. C'est un point de vente parce qu'on se rappelle à l'époque, surtout les devices Apple, là, on parle des iPhones, on avait des storages plus que limités, puis je sais pas pour toi, là, mais moi j'ai vu plein de fois là, des collègues qui manquaient d'espace sur leur iPhone parce que t'as pas possibilité d'extensionner la mémoire, puis les photos prennent la place. Donc c'était un bon point de vente pour Google, mais d'un point de vue technologique, ça n'avait aucun sens. Là. On va storer des photos pour toujours, gratuitement. C'est quand même... c'était une très belle offre, puis moi, j'ai profité de ça. C'était le backup de mon backup sur à peu près toutes mes photos. Puis il va falloir que je me trouve un autre backup de backup. Là. En effet. Ou que, du moins, je transfère... plus rapidement mes photos vers mon backup. Parce que là, j'aurais pu Google derrière moi pour me protéger en cas d'erreur ou d'oubli de transfert. Là. Je sais pas pour toi. Ça dépend la quantité de photos que tu as, le storage que tu as, si tu es prêt à payer pour du storage sur ton compte Google. Il y a plein de choses par rapport à ça. Là. Absolument, mais moi, je parle au niveau de, mettons, backer ses photos à l'extérieur du cellulaire. Toi, Patrick, comment tu t'arranges? Normalement, je le fais manuellement. Mais tu vois, j'ai pas encore manqué d'espace sur mon téléphone que je l'ai pas fait. Puis après ça, j'ai cette affaire-là qui techniquement me protège. Là. Mais ce que je me demande, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce que tu sais, ça va prendre effet en 1er juin de 2021. Mais je ne sais pas si ça compte sur les photos qui existaient déjà ou c'est tout ou seulement les nouvelles. Moi, d'après moi, ça va être les nouvelles qui ne seront plus backées. Ils vont sûrement essayer de vendre des forfaits de storage un peu à la iCloud, là, comme Apple. Là. Puis je pense que Google, dans son histoire, je pense qu'il s'attendait à ce qu'il y ait des progrès technologiques qui avancent pour permettre un storage à bas coût. Puis c'est jamais encore arrivé vraiment. Là, où, oui, le storage diminue de prix, mais ça reste quand même cher, surtout quand tu rajoutes le facteur pour toujours. Tu dis, mais tu vois, j'ai la précision ici. Là, donc, les photos qui étaient là avant, la date butoir du 1er juin 2021 ne compte pas. Bon. C'est seulement ceux rajoutés après qui vont commencer à compter. Un amalgame de photos. Là. Moi, ça fait déjà 2 cellulaires que j'installe Google Photos et que je back toutes mes photos sur le cloud. Alors, il va falloir que je me range pour automatiser ça, parce que si je me fais voler ou je perds mon appareil, je veux pas perdre des photos que j'aurais peut-être pu prendre importantes. Définitivement. Mais c'est essentiellement ça pour cette annonce-là. Puis on vous tiendra au courant sur les développements, là, ce qu'on va faire. En tout cas, dans mon cas, ce que je risque de faire, là, avec peut-être un petit peu plus de précision pour backer mes photos. Là, ça pourrait être pertinent pour les auditeurs et auditrices qui s'intéressent à ça. Excellent. Le projet de loi 66 qui a été présenté le 23 septembre 2020 et qui a été adopté le 10 décembre. Peux-tu m'en dire plus, Patrick? Oui, donc ce projet de loi-là, en fait, c'était la suite du projet de loi, que je ne me trompe pas, était le projet de loi 61 qui avait fait je ne vais pas dire une controverse, là, mais ça avait fait beaucoup jaser le printemps 2020, qui avait finalement pas passé en chambre, qui avait été repoussé en automne. Et donc, ce projet-là, c'est le fameux projet de loi qui concerne l'accélération des projets d'infrastructure. Donc, en gros, ce que ce projet-là consiste, c'est de mettre en place des mesures pour permettre d'accélérer ou du moins d'enlever des embûches sur des projets importants, majeurs au Québec. Et le projet de loi en fait une liste exhaustive, donc ça touche uniquement ceux-là. Il n'y a pas de possibilité, comparativement, je pense, au projet de loi d'avant, de rajouter des projets on the fly. Oui, exactement. Donc, c'est seulement ces projets-là qui sont concernés par le projet de loi. En fait, je dis projet de loi, la loi est adoptée, donc c'est plus un projet de loi. Puis bien ça, on voulait parler un peu de cette chose-là. Donc les mesures, on va parler des mesures pour le fun. Donc, une procédure d'expropriation allégée. Ça veut dire, ça finira pas comme la courbe Greg puis le pont Jacques-Cartier, avec la fameuse courbe Greg.
Mais donc, de mémoire, ce que premier point-là va faire en sorte, c'est que il n'y aura plus possibilité de bloquer. En fait, les contestations des expropriations ne bloqueront plus en fait l'expropriation elle-même. Le monde va pouvoir contester l'indemnisation, mais pas l'expropriation elle-même. Donc, ça va permettre d'accélérer justement les projets, donc de ne pas pouvoir bloquer le début d'un projet qui est bloqué par une expropriation. Juste ça va permettre d'avancer rapidement. C'est une bonne nouvelle pour nos projets, là, surtout avec la relance de l'économie. Là. Il y a eu quand même du retard cet été parce que veut pas. Il y a eu quand même une grosse période d'arrêt complet. Puis en 2020, on se rappelle, avec le confinement. Puis quand ça l'a repris, il y avait des mesures en place qui ralentissaient aussi un peu les opérations. Là. On parle de la distanciation sociale. Mais là, théoriquement, avec le plan de relance, puis les vaccins qu'on nous a promis, qu'une très, très grande majorité des Canadiens auront d'ici la fin de 2021, ceux qui le veulent, mais ça va permettre de faire un gros go sur les projets qui traînaient depuis longtemps. Ouais. Deuxième mesure, c'est la possibilité d'entreprendre des travaux sur une partie du domaine de l'État avant l'obtention des droits requis. Donc, dans le fond, ils vont pouvoir commencer des travaux sur des terrains qui appartiennent au gouvernement avant même d'avoir les permis. Cool. Ça enlève la paperasse. Ça peut être... Mais ça en l'enlève pas. Ils doivent le faire pareil, mais ils peuvent commencer déjà avant même d'avoir la paperasse. Okay. Donc, ça enlève les embûches qui pourraient causer des ralentissements, définitivement. Puis là, est-ce qu'il y avait d'autres choses aussi dans ce projet de loi-là? Mais tu vois, il reste 2 points là, sur ces trucs-là. Donc, après ça, le troisième, c'est l'aménagement de certains processus applicables en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, notamment relatif à l'obligation d'obtenir une autorisation ministérielle pour effectuer des activités et ceux applicables à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts environnementaux. Ça, c'est par rapport, je ne me trompe pas, au BAP. Puis c'était pour, pas nécessairement l'enlever, mais l'accélérer, encore une fois. Je pense que c'était pour réduire des délais ou pour réduire... Parce que là, ils veulent... un petit spoiler alerte, là. Ils veulent construire le nouveau REM, mais dans l'Est, ça va traverser des zones qui sont théoriquement contaminées. Là. Donc, sûrement que ça va accélérer la construction. Là. Puis on l'espère que ça va être bien fait. Là. Pour le rappeler, en fait, le REM qu'on va parler tout à l'heure de toute façon, mais le REM, le premier projet du REM, il y avait un projet de loi spécial pour spécifiquement le REM, ce qui a fait en sorte que ce projet-là a débloqué et avancé super rapidement. Là. Je pense que le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est la fameuse ligne bleue qui a toujours pas eu de pelle tiltaire encore, et pourtant le REM qui était présenté dernièrement, là, dans un terme relatif à la ligne bleue qu'on parle depuis projet 2016. Oui, c'est ça. Puis ça 2018, rapidement. Là. 2018, ça a débuté. Donc, puis, je l'ai lu tantôt, là, je ne suis pas un fou de la mémoire, mais beaucoup de plaintes sur tout ce qui s'appelle audience, là, beaucoup ont dit que c'était plus comme une conférence à un sens et non des audiences à proprement dit. Des consultations. Là. Des consultations, oui. On espère que ça va être mieux fait avec le projet de loi 66 pour un REM, une construction de REM qui devrait débuter en 2023 pour se terminer en 2029. On s'en parle après, mais bref, donc ça couvre à peu près les trucs importants. Les grandes lignes. Les grandes lignes. En fait, non, excuse, il reste un 4e point. L'autre, c'est soustraction de l'application des dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour les interventions gouvernementales ainsi que des allègements à la procédure d'obtention d'une autorisation municipale. Donc, encore une fois, de l'allègement bureaucratique plus qu'autre chose, là. Qui devrait, je l'espère, augmenter les trucs. Donc, on ne lisera pas tous les articles du projet de loi parce que ça va être bien trop compliqué. Fait quand même mais 48 juste rapidement, pages. Regardez la liste des 181 projets qui se trouvent en annexe, c'est probablement le truc intéressant. Oui. Donc, puis on va tous les nommer, mais rapidement, je peux dire les catégories des projets. On a beaucoup de construction, rénovation, agrandissement de centres hospitaliers et maisons des aînés. On en trouve dans beaucoup des régions du Québec, donc je ne dirais pas, mais ça va de 1 jusqu'à, pour le fun, encore. Il y en a beaucoup, ça va jusqu'à 81. Donc là-dedans, c'est quelques agrandissements, mais réaménagements, mais beaucoup de construction de maisons des aînés, des nouvelles maisons qui n'existaient tout simplement pas. Donc plusieurs à Montréal, on pourra les nommer rapidement. Ouais. Là,
Maison des aînés de l'Ouest, Maison des aînés du Nord, on parle de 2 constructions, un agrandissement du centre d'hébergement de soins de santé de longue durée, Henri Bradet. Plusieurs reconstructions de encore d'autres CHSLD. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 reconstructions de CHSLD à Montréal. Oui. Puis ça va faire du bien. Là. Je sais pas. En tout cas, moi, il y a pas si longtemps, j'allais encore voir ma grand-mère. Puis, honnêtement, certains centres qu'elle a été, mon Dieu, oui. il y en avait grandement de besoin. On en a qui sont vétus, là, comme on dit. Ça va faire ensuite, du bien. de 82 à... mon Dieu, il y en a quand même pas mal. De 82 à 116, c'est des constructions ou reconstructions ou agrandissements d'écoles. Primaire, secondaire. Ouais, c'est les deux. Encore une fois, dans plusieurs régions du Québec. Beaucoup, en fait, je dis ça beaucoup à Montréal, par contre, là, quand je regarde. Là. Ouais, mais Montréal, on le sait, là, qui sont en manque critique de classe ou d'écoles avec une qualité d'air qui est potable. Tu sais, comme moi, je pense juste... j'ai une enseignante dans ma famille. Je sais même plus combien d'années ça fait qui héberge une école primaire à même leur école secondaire. Parce que... Puis là, Mané pensait s'en sortir. Ah, l'école est retournée. Mais tabarnouche, ils ont rentré une autre école. Une autre école primaire qui avait besoin de classes temporaires le temps. Fait tu avais des jeunes enfants qui étaient dans le même endroit. Évidemment, il n'y avait pas les mêmes pauses. Là. C'était tout en décalé là, pour pas qu'il y ait de conflits ou de contacts. Mais quand même, ça reste... à Montréal, on vit un manque de classes. C'est vraiment... Manque de classe, mais beaucoup aussi d'écoles vétus. Là. Absolument. Puis ça va faire du bien au bâtiment. Là. Encore une fois, on espère que ça sera fait dans les règles de l'art et bien fait. Là. Parce que c'est ça le danger quand il y a une accélération comme ça, là, c'est que les coins soient coupés un peu plus ronds, qu'il y ait peut-être moins de vérification ou d'embûches à des promoteurs ou on va dire des entrepreneurs un petit peu plus... avec les coins ronds. Je vais même y aller un peu plus loin. J'espère que ça ne sera pas des écoles genre avec des petites fenêtres en béton, là, que ça va être de quelque chose d'un peu plus moderne, mettons. Oui, pas nécessairement y aller sur le beau bon pas cher, mais peut-être avec une architecture, parce qu'il n'y a rien de plus motivant. Oui. Là. Nous deux, on a étudié dans le même secondaire où est-ce que c'est comme un château, cette affaire-là. Là. Première fois que tu vois ça. Ouais. C'est quand même... c'est un bâtiment intéressant comme école secondaire. Bâtiment centenaire, donc sur 5 étages. Donc, non, vraiment unique. Puis, non, on espère qu'il va y avoir peut-être pas des constructions aussi grosses et historiques, mais au moins qu'il y ait un minimum de recherche et c'est pas... moi, j'ai urbaniste, là, mais c'est... Non, mais vraiment architectural. On parle d'architecture, c'est quelque chose de qui soit de moderne, viable. puis qui repense les espaces avec plus d'éclairage, de lumière naturelle, des trucs comme ça. Là. Absolument, parce que c'est le temps. Là. Quand tu reconstruis, c'est là que c'est le temps d'ouvrir tes fenêtres. Là. Une fois que l'école est construite, le budget pour les rénovations reste beaucoup plus petit. Là. Donc, c'est ça. Ensuite, de 117 à 121, il y en a juste 5, c'est moins pire. On pourra pouvoir les nommer. Pour l'enseignement supérieur, on a l'agrandissement du collège Dawson, l'agrandissement de l'école technologie supérieure dans le complexe Dow, l'acquisition et réaménagement du pavillon Joseph-Armand Bombardier à l'école polytechnique, un aménagement sur une partie du site de l'hôpital Royal Victoria pour le Centre universitaire de santé McGill, et finalement, réaménagement du campus Gatineau de l'Université du Québec en Outaouais. D'ailleurs, collège Dawson qui a fait face à plusieurs critiques de la part d'hébergement... pas d'hébergement, mais d'écoles collégiales francophones qui ne se sentaient pas inclus. Ça avait passé aux nouvelles. Mais d'un autre côté, il y a plusieurs cégeps en français, mais des cégeps en anglais, il y en a pas mal moins. Là, donc, c'est juste normal là, qu'il y ait un agrandissement. Là. Et donc, ensuite, excuse-moi, j'ai perdu ma page. Donc, de 122 jusqu'à 173. Donc, c'est quand même une bonne coupe. C'est tous des projets du ministère du Transport du Québec. Et là-dedans, on a un mélange de plein de trucs d'autoroute. Là. On voit, c'est comme...
Ils vont réaménager une voie, acheter une voie pour autobus, sécuriser un segment, prolonger des autoroutes, contourner des villes. Il y a plein de trucs dans ce genre-là. Mais tu vois, il y a des projets qui est plus intéressant, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse plus. 142, projet structurant de transport collectif électrique pour prolonger le réseau express métropolitain vers le centre de Laval et relier l'est et l'ouest de Laval. Bien hâte de voir ça en place. Oui, 143, projet structurant de transport collectif de type service rapide par bus dans l'axe des boulevards Notre-Dame et de la Concorde à Laval. Wow! Je ne veux pas dire qu'il était temps, là, mais pour avoir, on va dire comme ça, utiliser les transports de façon exhaustive à Laval, là, honnêtement, c'est un système qui est bien, mais avec trop peu de services, là. En tout cas, dans mon livre à moi, c'était ça le problème, le gros problème avec Laval. Ah, puis tu vois, 146, je le trouve super intéressant aussi. Sécurisation et amélioration de la mobilité dans l'échangeur des autoroutes 440 et 15 par la construction d'un lien aérien direct entre les autoroutes 440 et 15, 440 ouest et 15 nord. Oui. Je sais pas si tu te rappelles, il y a eu un an, il y a eu un accident mortel dans ce genre-là. Là, avec un poids lourd. D'ailleurs, je passe très souvent devant ce tronçon-là, là. Puis, oui, c'est sur ton chemin, je pense, pour le travail. Pour mon travail. Évidemment, à l'heure que je passe, là, à 4h30 du matin, c'est pas là qu'il y a du danger. Il n'y a pas grand monde. C'est pas là qu'il y a du danger, mais pour ceux qui empruntent souvent cette infrastructure-là, ça peut être dangereux parce que le monde, ils veulent sortir principalement pour aller prendre la 15 Nord. Ouais. Mais malheureusement, en Québécois que nous sommes, mais c'est pas juste les Québécois, là, c'est humain de faire ça, vouloir gagner la microseconde sur la seconde, là. Mais il y a beaucoup d'automobilistes qui se font couper à cet endroit-là, puis ils arrêtaient pour pouvoir couper dans la file qui était comme à l'arrêt ou presque à l'arrêt dans la voie de droite, mais ça coupait la voie du milieu. Donc, ça causait problème. Mais tu vois, pendant que tu parlais, je me posais la question, qu'est-ce que cet échangeur-là a de particulier comparativement à plein d'autres échangeurs qui, dans le principe que tu passes d'autoroute vers la voie de service pour pouvoir changer d'autoroute pour revenir dans l'autoroute principale. Ce qui est particulier avec cela, puis je ne me trompe pas, c'était le cas dans l'accident, c'est qu'il y a souvent une accumulation de voitures qui se fait parce qu'il y a du trafic sur la 15 et le trafic va faire carrément une ligne d'auto qui va se ramasser jusque dans le 440. Absolument. Et je pense, si je me trompe pas, là, peut-être que je me mélange en disant ça, mais l'accident avait été causé par quelqu'un qui n'avait pas arrêté alors qu'il y avait des véhicules arrêtés à l'avant, puis c'était juste fait pris en sandwich. Là. Absolument. Juste faire une supposition comme ça, mais c'est probablement ça qui est arrivé, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui était à l'arrêt, qui s'est fait rentrer dedans, parce que quand on est sur l'autoroute, là, en tant que conducteur, là, on s'attend pas à ce qu'il y ait de l'arrêt devant nous dans la voie. Là. Donc, on s'entend. Puis, donc, oui, vas-y. Peut-être avant de passer aux autres infrastructures, le premier point de rénovation du ministère des Transports, c'était le 122. Donc, la correction de la courbe Brière et ajout d'une voie de dépassement sur la route 117. Mais la courbe Brière, on s'en rappelle, là, a fait beaucoup de victimes, là, ce qui était une courbe très dangereuse, qui était comme... Donc, finalement, les gens se seront mobilisés assez pour qu'il y ait un changement. Mais dans un premier temps, il y a eu une étude, évidemment, mais il va y avoir un changement majeur sur ce tronçon-là là, qui va permettre une meilleure sécurité pour les automobilistes qui vont l'emprunter. Ça, pour ceux comme moi qui ne savent pas c'est où on parle de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, tu vois, moi, ça me sonne pas quelque chose. J'ai pas souvenir de cette chose-là. Mais en t'entendant parler, j'imagine que c'est quelque chose qui, en effet, a fait ça avait passé aux manchettes. Oui. Mais ça m'étonne pas. 46 accidents entre 2000 et 2013 dans cette courbe-là. OK. Pas un, pas deux, 46. Donc, oui, non, ça va faire du bien. C'est pour ça, d'après moi, que c'était aussi le numéro 1. Donc, finalement, la population va avoir fait assez de pression pour qu'il y ait un changement sur cette courbe-là. Là. Donc, c'est intéressant. Si on continue, j'ai vu, mais je ne nommerai pas, mais je vois plusieurs projets de rajouter des voies réservées pour les autobus. Donc, ça, c'est très, très cool. Je le nommais parce que, Alain, on a... Parce que moi, j'ai souvenir d'avoir passé beaucoup par là quand je jouais à Ingress. Ils vont finalement construire l'autoroute 19 entre la 440 à Laval et Bois-des-Filions. Oui, la fameuse 335. Donc, c'est une route à une voie où que, des fois, tu as du trafic comme pas de bon sens. Puis,
Puis de mémoire, quand il parlait de ce projet-là, il va y avoir des voies réservées qui vont être ajoutées aussi dans ce segment-là. Donc, c'est la bonne chose à faire. C'est une bonne nouvelle. Pas juste construire une autoroute pour construire une autoroute non plus. Là. Mais le problème avec ça, c'est que ça va encourager l'étalement urbain. Puis beaucoup de monde se sont plaints de ça. Là. Il y avait des projets pour faire un boulevard urbain pour justement ralentir la circulation à la place de faire une autoroute. De l'autre côté, moi, de mon côté, parce que c'est une route quand même, la 335, que j'ai empruntée souvent pour aller voir ma copine avant qu'elle habite avec moi. C'est une autoroute c'est spécial. C'est-à-dire que une voie convient parfaitement pas mal toutes les heures de la journée, sauf comme 2 heures le matin et 2 heures le soir. Mais le reste du temps, là, c'est amplement suffisant, là. Puis, tu sais, j'ai comme plusieurs opinions qui se contredisent un peu là-dedans. Là. Ouais, puis oui, je suis d'accord. Ça, je te rejoins là-dessus. Tu sais, mon point un peu toqué aime qu'il y ait 13, 15, 440, 640. Je sais pas si tu me suis, 3 autoroutes pour aller vers celle qui conclut, là, celle qui tourne autour de Montréal. Ça, je trouve ça cool. Donc, il y aurait une certaine boucle, là, donc avec 3 options pour monter vers la 640. De l'autre côté, c'est ça, il y a tout le problème de l'étalement urbain, puis définitivement. C'est repousser, en fait, le problème, parce que quand je sais pas si on va encore s'enregistrer d'ici 10 ans, là, mais c'est sûr que il va y avoir les mêmes problèmes qu'il y a présentement avec 2 voies. On va juste se repousser. Juste pour préciser par rapport à cette route-là, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui ne l'ont pas empruntée, ce que je trouve vraiment problématique cette voie-là, c'est pas le fait que c'est pas une autoroute, c'est le fait qu'il y a juste une voie dans chaque direction, qu'il n'y a même pas de possibilité de dépassement. C'est ça qui est problématique pour moi dans cette route-là. Ouais, non, c'est sûr. Mais un boulevard urbain aurait pu être intéressant aussi. Oui. Puis ça, je suis pas fermé à cette idée-là, en fait. Mais malheureusement, il est trop tard. Le fait plus problématique pour moi, c'est qu'il n'y ait pas 2 voies dans chaque direction. Là. Puis, c'est très variable. Là. Les habitués vont rouler à 100 km/h et les non-habitués, surtout le soir, quand il n'y a pas beaucoup de lumière, vont avoir de la misère à rouler, mais là, tu peux pas dépasser. Tu es comme pris à ton sort derrière la voiture jusqu'à ce temps que tu arrives sur la 19 qui part au boulevard d'Agenais à Laval. Donc, on va continuer, arrêter de parler d'autoroute pour parler, je pense, de les trucs les plus importants, là, le 163 et le 164. Donc, 163, c'est projet structurant de transport collectif électrique pour relier l'Est, le Nord-Est et le Sud-Ouest de Montréal au centre-ville. Donc, une partie de cette réponse-là va être répondue, on va en parler par après, la phase 2 du REM, qui va aller relier l'Est et le Nord-Est. On avait déjà un peu spoilé. Oui. Mais bref, il apparaît dans le projet, dans la loi, donc dans l'annexe de la loi, donc c'est excellent. Et le 164, prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal, de la station Saint-Michel à Anjou. Ça, on en parle depuis les années 70. Ça va faire donc, j'espère bien pour servir l'Est de la ville. Moi, je vous dirais, d'entrée de jeu, là, la seule chose que j'espère, là, c'est qu'il y ait des lois encadrant les expulsions puis les rénovations de bâtiments, surtout autour des stations du REM, là, pour un peu comme empêcher l'embourgeoisement de ces secteurs-là. Parce que c'est sûr que ça va devenir intéressant. Tu sais, je te dis, OK, t'es dans un secteur, t'es à Montréal, mais t'es à 25 minutes du centre-ville en REM. Soudainement, ça devient intéressant d'aller habiter dans l'Est. Secteur qui était justement moins cher en loyer et habitation parce que c'était moins bien desservi par le transport en commun, puis il y avait un certain éloignement du centre urbain, là. Oui. C'est quoi le terme qu'on dit, en fait? Ça, là, tu dis embourgeoisement, mais il y a comme un autre... gentrification. Oui, exactement. Ah, oui, en effet. C'est un défi... C'est un défi qui... Ouais, je sais même pas quoi commenter, en fait, par rapport à ça. C'est un défi qui va jamais arrêter, surtout dans les centres urbains. Puis, dans mon livre à moi, c'est mieux d'empêcher à la base des constructions que d'exiger aux nouvelles constructions d'avoir des logements sociaux. Je sais pas si tu comprends ce que je fais. Tu sais, idéalement, c'est les deux. Là. Ça va c'est ça, mais en mais... même temps, ça prend des logements sociaux, puis c'est pas le privé. Parce que le problème, c'est que le public le fait pas ou le fait pas assez, donc on demande au privé de le faire pour comme aider, là, mais... Avec certains quotas, là, mais ces quotas-là sont souvent
sont souvent mis à l'écart. Là. Moi, je vais me rappeler, là, je travaillais comme dans le passé sur un chantier de construction d'un immeuble en plein centre-ville de Montréal, où est-ce que le promoteur, il avait simplement décidé de payer l'amende. Puis c'était genre une affaire comme 30 millions, puis... OK, il a juste payé l'amende. Puis, de toute façon, il y avait genre 5 penthouses à comme 25 millions chaque. Fait que c'est dit, bon, un penthouse pour l'amende, mais on va pouvoir en faire 4 autres. Oh là là. Je suis en train d'en chercher un autre. Le 162 qui est juste au-dessus de ce qu'on vient de lire, qui est une construction du centre d'attachement nord-ouest de la Société de transport de Montréal pour le métro. Je croyais que c'était ce qui était déjà en construction au-delà de la station terminale ligne orange de Courte-Vertu. Mais selon ce que je vois, si je vais voir rapidement sur le site de la STM, non, ça parle de quelque chose qui va débuter, la construction va débuter en 2021, donc c'est pas celui-là, c'est un autre. Sûrement pour permettre de mettre en service plus de métro, là, parce que je parlais avec un conducteur de métro, là, puis il m'avait parlé par le passé des plans de la STM de mettre des métros qui pourraient possiblement s'arrêter entre les stations pour avoir encore plus de services. Donc peut-être qu'en ayant cherché la construction dans le garage, je m'avance, là. Mais ça serait ça qui pourrait être fait, là. L'ajout de nouveaux métros sur la ligne orange pour venir donner encore plus de services à cette ligne qui est déjà très engorgée, surtout entre l'axe donc en fait, je vais répondre à ta question tout de suite. Ce n'est pas pour ce que tu... C'est pas pour la... En tout cas, c'est pas directement pour la ligne orange, mais non, en fait, c'est en amont pour la ligne bleue. Ah, OK. Ça va être situé sur le long du boulevard des Caries, très proche de la station Snowden. OK, donc pour l'ajout de métro pour la ligne bleue. OK. Ouais, c'est métro, mais c'est surtout... La manière que c'est décrit, c'est vraiment plus un centre d'entretien qu'autre chose. OK. Mais oui, c'est en amont pour la ligne bleue. C'est vrai que le monde ne réalise pas, là, mais les métros, ils ont des milliers de kilomètres. Là. Ça roule tout le temps. Ça roule beaucoup. Et évidemment, on remercie la technologie électrique et le fait qu'il soit toujours souterrain, là, qui facilite grandement l'entretien parce qu'il n'y a pas de sel et il n'y a pas de météo d'hiver. Mais ça reste quand même que c'est des métros qui roulent souvent en permanence. Puis les kilométrages, j'ose même pas imaginer. Faudrait que j'aille chercher des chiffres, mais je sais que c'est très très élevé, là. Bref, c'est sûr que là, on le dit que là, le monde va prégasser des chiffres qui seraient plus proches que si on n'avait rien dit en amont, là, mais c'est quand même des bons chiffres. Et là. des freins en bois aussi, hein, pour ceux qui ne savent pas. Là. Oui, des patins de frein en Patins bois, de frein, oui, exact. Ouais. Donc, je pense, pour moi, je sais pas si tu avais d'autres projets qui tu trouvais intéressants, mais le reste, il y a beaucoup, beaucoup de prolongements, d'aménagements, de sécurisation, de trucs là, au niveau des autoroutes, là, puis des routes, je veux dire de campagne, là, mais bref, qui sont plus dans des milieux, justement, là, non urbains. Là. Quelques voies réservées. Mais sinon, pour les projets de transport en commun, je pense que je peux en te dire, là, en fait, c'est pas vrai. Là, le dernier que je voyais, c'est Système de transport collectif structurant dans le secteur ouest de Gatineau. Donc, un autre truc comme ça. Mais sinon, c'est tout en termes de transport en commun. Donc, quelques trucs à Laval, Montréal, Gatineau, et c'est pas mal ça. Mais ça reste quand même intéressant. Là. Ça donne un peu d'avenir. Oui. Un avenir plus florissant pour nos transports en commun à Montréal qui, on le sait, sont essentiels pour la majorité des Québécois. N'ayant pas la chance d'avoir de voiture ou tout simplement l'espace pour en avoir une. Là. Non, mais en fait, bien, tu dis ça. Pour moi, le but du transport commun, c'est pas pour offrir un moyen de transport à ceux qui n'ont pas les moyens d'une voiture. C'est juste offrir un moyen de transport pour pas que tu aies besoin d'une voiture. J'avoue que c'était mal dit. Ça pourrait peut-être... Mais je donne mon point de vue. Idéalement, c'est d'offrir, dans un monde idéal, le transport en commun devrait être plus performant que l'auto pour permettre son adoption. Ouais. On s'entend, là, d'un point de vue... 100% d'accord là-dessus. D'un point de vue... dans mon opinion personnelle, là, c'est ça. Là. Parce que pour que tu aies une adoption de masse, il faut que tu deviennes le moyen le plus efficace. Ça fait pas de sens qu'une personne se déplace dans une voiture de 3000 kg. Ça fait aucun sens, là. Avec le grandissement de la population. Donc, c'est juste suivre les grandes tendances des villes mondiales, puis ça passe par le transport en commun. Moi, j'ai la chance, je travaille à l'extérieur de la ville, mais puis
mais j'ai la chance. C'est pas une chance, là. C'est un besoin. Mais pour se rendre au centre-ville de Montréal, c'est plus efficace de prendre le transport en commun. Dépendamment aussi, c'est sûr, ça dépend toujours de la position, là, mais si je prends exemple, moi, là, travailler centre-ville de Montréal, je prendrais le métro parce que ce serait l'alternative la plus rapide. Mm-hmm. Puis le pire, c'est que tu dis ça, puis c'est un oui, parce que si t'es prêt à débourser pour le parking puis d'autres trucs comme ça, c'est genre, des fois je compare des trucs puis je suis comme, c'est presque équivalent en fait, je veux dire là, que c'est pas nécessairement plus rapide, puis je trouve ça dommage que c'est pas plus rapide parce que ça devrait l'être là. Mais ouais, c'est pas tout le temps vrai. Mais en c'est fait, définitivement plus. Mais ça dépend de où à où. Là. C'est toujours ça. Là. Oui, c'est ça, exactement. Si tu sors si ton lieu de travail est connecté au métro ou proche d'un métro, là, c'est très dur à battre. Là. Ouais. Mais j'ai déjà dit dans le passé, puis tu vois, un des problèmes que je soulevais du transport en commun qu'on a actuellement à Montréal, c'est le manque d'alternatives. Comme, ben la ligne orange tombe en panne, mais là, ben, j'ai pas de plan B. Il faut t'attendre que les boss sortent dehors. Puis avec l'avenue du REM, juste la phase 1, ça va donner déjà beaucoup d'alternatives intéressantes. Absolument. Là. Ça va de sens. Là. Il fallait soit qu'on rajoute des lignes de métro ou qu'on rajoute quelque chose comme le REM là, pour un peu aller donner plus de possibilités. Là. Combien de gens que je connais là, à l'extérieur de Montréal qui sont à Montréal, j'irai pas là, je peux pas y aller avec mon auto. T'sais. Donc, Alain, je sais pas si tu avais autre chose à arracher sur le projet de loi, mais sinon, moi, j'irais parler du fameux prolongement du REM. Bien sûr. C'est ça. Donc, prolongement du REM, la deuxième phase, qui est annoncée le 15 décembre dernier. Et là, on a quand même plusieurs petites choses à mentionner là-dessus. Donc, finalement, c'était un dévoilement de cette deuxième phase-là, qui va, comme on l'a dit, là, c'était un des projets mentionnés dans le texte de loi. Donc, qui va permettre d'aller relier à la fois le nord et l'est de Montréal. Absolument. Donc, ça va être l'ajout de 2 nouvelles branches. Une qui va aller jusqu'au cégep Marie-Victorin et l'autre jusqu'à Pointe-aux-Trembles, qui va permettre de relier, beaucoup de secteurs de Montréal quand même, là, avec ça. Surtout des secteurs qui étaient historiquement mal servis. Là. Donc, des secteurs... Ben, surtout la portion nord. Là. Ouais, nord-est. Là, Ouais. Puis même l'est aussi, en fait. Les deux. Là. Les deux, l'est en général. Effectivement, le Pointe-aux-Trembles, oui, tu pouvais te rendre en transport en commun, là, mais écoute, j'avais des collègues, là, ils faisaient Pointe-aux-Trembles, collège de Rosemont, là, puis c'était pas rapide, on va dire comme ça. Là. C'était pas facile. Je vais prendre le temps de dire aussi, techniquement, c'est ce qui devrait mettre fin à l'idée du projet de la ligne rose, d'ailleurs, là. Pour la branche qui va vers le nord, en fait, va suivre. Ça ne suit pas le tracé, mais en bout de ligne, va finir essentiellement là où la ligne rose aurait terminé. Donc, ce projet-là vient, en tout cas, à mon point de vue, remplacer carrément ce projet-là. Donc, c'est une façon alternative. C'est sûr que, selon moi, en préférence personnelle, j'aurais préféré la ligne rose simplement par son tracé qui était plus direct vers le centre-ville. Mais en même temps, je trouve qu'en reliant à la fois le nord et l'est, donc ça donne une alternative, puis ça réduit le projet. Donc, je pense que les bienfaits vont être là. Puis ça reste tout aussi intéressant. Mais je voulais quand même le noter que techniquement, ça remplace ce projet-là. Mais moi, je pense qu'à long terme, idéalement, il y aurait les deux. Là. Qu'est-ce qui empêcherait d'avoir c'est sûr deux, que on s'entend. Dans un monde idéal, on veut le plus d'options possibles, plus d'alternatives possibles. Puis je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Le métro, mais réalistiquement, comment on connaît les trucs, pour moi... En ayant un métro, là, une ligne rose, par exemple, qui irait desservir peut-être un petit peu plus l'ouest. Un peu, on se rappellera du tracé là, qui partait comme du centre-ville, qui allait en diagonale de plus en plus vers l'est jusqu'à Montréal-Nord. Ouais, exactement. Mais ce tracé-là, en étant souterrain, ça évite beaucoup d'expropriation. Mais d'ailleurs, je pense aussi que le tronçon nord va être souterrain, là, si je ne me trompe pas. Oui, en fait, c'est ça. Donc, le tronçon qui va être sous le boulevard, puis là, je ne me souviens plus c'est quoi le boulevard en question, mais ça va être souterrain. C'est la partie, dans le fond, qui va du sud au nord, va être souterrain. Tout ce qui va de ouest en est va être en surface. Puis même en surface aérien, si je me trompe pas. Ouais, un peu comme on voit quelque part. Vas-y. Un peu comme on voit là, les pylônes là, quand on se promène, là, qui sont après se faire construire pour l'autre phase, la phase ouest. Là. Oui, exactement.
Mais ça a été dit, en fait, qu'ils essaieraient, en fait, de mieux agencer ça. Je sais pas trop comment le dire, en fait, là. Absolument. Mais, pas juste faire des gros poteaux en béton en plein milieu de la rue. Ouais, exactement. Faire quelque chose d'un peu plus esthétique, en fait. Je vais le dire comme ça. C'est pour ça qu'on parle de 10 milliards aussi, là. En partie à cause du tunnel, mais aussi à cause des aménagements qui devront être faits. Du moins, on l'espère, là, bien fait. Il faudrait que je retrouve le lien exact, mais j'avais trouvé un document technique de la CDPQ là, qui montrait un peu ce qu'ils voulaient faire là-dessus. Mais oui, j'espère qu'ils vont faire quelque chose de plus élégant. Ah oui, puis en fait, ce qui est super intéressant aussi de ce projet-là, c'est qu'il va se connecter à plusieurs places au métro, puis le SRB aussi sur P9. Absolument. SRB qui va finalement être en service éventuellement là, pour passer souvent dans le secteur. Il va l'être rendu là, oui. Il va l'être rendu là. Donc, il va se connecter. Donc, en partant au centre-ville, il va rejoindre la gare centrale, mais comme en surface. Là. Mais bref, ça va être connecté à ce niveau-là. Il va croiser techniquement la ligne orange entre Berry-UQAM et Champ-de-Mars. Selon le plan, ils vont faire quelque chose là. Je ne sais pas comment ils vont le faire parce que je pense pas que rajouter une station à cet endroit-là est une bonne idée. Donc, ce qu'ils vont le connecter à Berry-UQAM, mais c'est comme 2 coins de rue, donc je ne sais pas en termes de distance. Peut-être un tunnel souterrain, on pourrait imaginer. Là. Ça pourrait être un tunnel souterrain, aussi simple que ça, mais ça reste à voir en fait. C'est même possible de faire ça à cette hauteur-là. Ouais. Ensuite, connecter, comme j'ai dit, au SRB, P9. Puis tu vois, quand j'en discutais avec des amis, je pensais toujours que... Parce que dans le plan initial, il avait arrêté le SRB à la station P9, puis il n'allait pas jusqu'au sud. Puis là, mais, bon, ce plan-là, comme il passe sur Notre-Dame, mais il ne serait pas connecté. Mais finalement, j'étais validé, puis il avait annoncé le prolongement jusqu'à la rue Notre-Dame. Donc, il va pouvoir avoir interconnexion là, puis ça, c'est vraiment excellent. Donc, tu sais, le monde qui prennent le SRB sur P9 vont pouvoir faire le choix de selon où est-ce qu'ils s'en vont, soit prendre la ligne, arrêter à la station P9, prendre la ligne verte, ou aller jusqu'au bout puis aller prendre le REM, selon justement leur destination. Oui. Donc, tu vois, quand je parle d'alternatives, c'est des choix comme ça. Ça va éviter, après ça, de faire des transferts inutiles si tu t'en vas plus centre-ville sud versus, mettons, quelque chose qui soit sur la ligne verte. Des transferts plus efficaces aussi, là, qui vont oui, exactement. éventuellement... Tu réduis les transferts où tu vas pouvoir aller plus efficacement vers ta destination. Désengorger la fameuse ligne orange que tous les boss se ramassaient entre... Oui. On sait, là, entre Henri Bourassa et Berry-UQAM, là. Ouais, définitivement. Ensuite, je vais même conseiller, il y en a d'autres encore. Là. Il y a la station sur la ligne verte Assomption qui va être connectée aussi. Donc, le tracé, en fait, c'est là qui devient souterrain. Ensuite, la station Lacordaire qui va être sur la ligne bleue en prolongement. Donc, pas encore là, mais on espère que ça va être fait à peu près en même temps. Ouais. Et 2 dernières intermodales. Station Honoré-Beaugrand qui est la station terminale sur la ligne verte. Donc, le REM va se connecter là. Encore une fois, ça donne des alternatives. Et finalement, la station terminale du REM à Pointe-aux-Trembles va se connecter sur la ligne de train de banlieue qui s'en va à Mascouche. Wow! Donc, c'est quand même ça. De ce point de vue-là, au niveau interconnexion, c'est quand même super intéressant de voir toutes ces connexions. On dirait qu'ils ont vraiment... avec les réseaux existants. Ils ont essayé d'optimiser les connexions existantes, ce qui est très bien. Oui. Ah oui, pour ça, là, ça c'est chapeau là-dessus. Ça, c'est vraiment génial. Ils sont sortis... Juste, on va le faire, puis il y a eu quelqu'un... Il y a eu une étude derrière ça là, qui a permis de justement essayer d'optimiser les connexions, puis ça, c'est très bien. Là. Mm-hmm. Honnêtement, ça donne envie d'aller habiter dans l'Est. Je sais pas pour toi, Pat. Là. Ben, ça va donner quelque chose de super intéressant pour vrai, là, pour le monde qui sont là. Je google rapidement, j'essaie juste de trouver le nom de la rue pour pas me tromper, sur laquelle le tracé va passer. Donc, si je ne me trompe pas, on parle de le boulevard Lacordaire. Oui, c'est pas mal ce que j'avais entendu dans ma mémoire. Là. Restera à confirmer si c'est celle-là officiellement. Ça dépend parce que le boulevard Lacordaire se raccorde. Là, c'est en fait mélange entre boulevard Lacordaire et le boulevard Assomption, en fait. OK. Assomption dans le sud, Lacordaire dans le nord. Non, c'est ça, je comprends. Ça change de nom? Pas que ça change de nom, mais c'est juste que... La manière que le tracé fonctionne, OK. Ouais, avec la manière que le tracé fonctionne, il va en ligne droite alors que Lacordaire, lui, va en ligne croche. C'est pour ça. Lacordaire, il est croche. OK. Ouais. Mais bref, oui, super intéressant comme projet. Bon, encore une fois, ça va réutiliser la technologie qu'ils ont développée pour le REM. Techniquement, les lignes physiquement ne sont pas interconnectées, que je ne sais pas comment ils vont faire au niveau de l'entretien, par exemple, des voitures, mais comme ça arrive au centre-ville en voie aérienne, alors que le REM de phase 1 va être en souterrain, c'est perpendiculaire en plus, mais pas parallèle. Je ne sais pas comment ça va être interconnecté concrètement, comment l'aspect terminal va être fait, puis les garages des voitures.
Ça va être à voir. J'ai hâte de voir ça. C'est évidemment, là, c'est comme super technique puis c'est pas dévoilé. Là. Absolument. Mais sûrement ça a été pensé aussi là, dans l'étude. Là. C'est sûr. Oui, mais ça, mais je dis, comme je dis, c'est pas ce qui est présenté dans le document public. Là. Je crois que c'était ça, ce que j'avais à dire. Très beau projet de 10 milliards qui est supposé se terminer en 2029. Là. Après ça, avec la théorie et la pratique, on va voir. Il y a quand même un projet de loi qui risque d'accélérer les choses. Mais là, à quel point ça va se construire vite. La seule nouvelle que je vois d'intéressante, surtout pour le tronçon de l'Est, qui va aller à Pointe-aux-Trembles là, en aérien, c'est que moi, je vois des équipes qui travaillent actuellement sur le tronçon de l'Ouest. Quand ils vont avoir fini, ils vont pouvoir transférer vers celui de l'Est. Fait que ça va faire possiblement plus de main-d'œuvre pour le même projet, qui vont déjà être habitués de faire des tronçons aériens. Ah, mais tu parles des équipes qui construisent en ce moment la phase 1. Oui, absolument. Oui, absolument. Clairement, mais on voit en fait, selon encore une fois l'article de la presse, là, donc le début de la construction va être en 2023. Donc, qui concorde à peu près à ce qui étaient les mises en service prévues là, de la phase 1, ou du moins comme des premières branches prévues pour la phase 1 du REM. Donc oui, j'assume qu'ils vont pouvoir juste relocaliser les équipes qu'ils ont déjà pour pouvoir poursuivre avec la phase 1. Et équipement aussi pour construire. Là. Oui, en effet, surtout pour le point de vue aérien, là, ça demande des grues probablement spécialisées. On le voit, pour pouvoir construire ça. On mettra un lien, là, mais on le voit très bien, là, l'espèce de machinerie qui a de l'air à coûter très cher. Oui, je pense qu'on le voyait dans... Oui, on voit des images par rapport à ça. Mettre une image. Mais oui, sinon, t'as dit les chiffres, là, donc je vais quand même le répéter, là, mais oui, c'est ça. Donc, début en 2023, fin en 2029. On espère que le projet de loi va aider, en fait, pour qu'on puisse garder ces délais-là. Et finalement, comme tu as dit, c'était un projet de 10 milliards, donc c'est pas un petit budget. En même temps, c'est une infrastructure. C'est quand même un gros projet. Là. Quand tu additionnes tous les titres, puis le revenu que ça va générer, avec le temps, ça va se rembourser. Là. On parlait du métro de Laval. Là, à l'époque, ça avait coûté super cher. Mais le métro de Laval, aujourd'hui, est utilisé par des centaines de milliers d'utilisateurs. Ouais. Mais c'est vrai que le métro avait coûté cher. À Laval, je ne me trompe pas, on parlait de, je veux dire, 7 ou 8 milliards de mémoire. Là. Je pense que c'est une facture révisée. Là, pour final, seulement 3 stations. Là. Mais aussi, il y avait eu des erreurs de calcul aussi. Là. Oui. Puis il y a eu plusieurs choses, mais ça reste que c'est là qu'on voit la différence entre un métro qui est souterrain versus le REM qui, une bonne partie, va être en aérien, là, ou du moins à l'extérieur, là, la grosse différence, le coût 10 km. Là. Absolument. Là. Absolument. On n'est pas dans le même budget. Là. Mais d'un autre côté, on parle pour parler. Là. Moi, j'ai vu un documentaire, justement, là, chez mes parents. J'ai pas le cadre, mais ça a donné... Quand j'étais voir, j'avais tombé sur un documentaire. Tout ce qui est tunnel creusé, là, il y a eu beaucoup de développement dans la technologie. À cette heure, tu as des machines qui vont creuser puis faire les murs en creusant. Tu sais, c'est plus la même affaire. Oui. Ce que je sais de quoi tu parles. Le problème, c'est que je pense pas que en tout cas, en fait, je pense pas, non. Le gabarit de ce qu'on a pour le métro n'est pas fait pour ça. Ça se peut. Parce que les tunnels que tu parles normalement, ça va être fait par des tunneliers qui vont faire des tunnels ronds. Puis qui vont pouvoir faire ce genre de truc-là avec des panneaux préfabriqués. Puis le gabarit du métro est pas rond. C'est un tunnel avec une demi-voûte. Que tu peux pas utiliser un tunnelier qui va creuser en ligne droite puis qui n'a pas une forme justement ronde pour pouvoir faire un truc comme ça. Ouh. Donc malheureusement, c'est du bétonnage qui doit être fait à la main avec de façon traditionnelle. Des cages d'armature aussi. Donc, mais on pourrait peut-être penser à un nouveau métro qui pourrait être rond, là, pas nécessairement compatible avec nos autres métros. Là. C'est là la différence aussi, c'est ça. C'est pour tous les prolongements de lignes existantes, donc essentiellement tous les projets qui sont sur la table en ce moment, ben c'est pas possible. Bon, mais merci de... Des futures lignes, techniquement, mais tu peux voir le REM comme étant justement une future ligne. On va pouvoir même avoir une ligne souterraine, mais ça utilise un gabarit différent, ça utilise un mode, en fait, une voiture qui est complètement différente. Absolument. Donc oui, en effet, là, on passe à un gabarit différent qui pourrait permettre ce genre de truc-là. En fait, mais tu dis ça, j'ai hâte de voir le tunnel, la portion tunnel du REM, comment va être faite. Autant du côté de l'aéroport qui va avoir lieu, puis de ce côté-là de la branche Est.
Ça va être quoi comme gabarit au nouveau tunnel? Ça va être justement deux tunnels distincts? Est-ce que ça va être un tunnel pour les deux? On ne sait pas. On sait pas. C'est un mystère. Un mystère boule de gomme en 2021, mais on va le savoir en 2029. Ou peut-être un peu avant aussi. Là. Ouais. Donc, ben voilà. Voilà pour le REM. Ben, on a hâte pour la suite, mais on s'en reparle. Malheureusement, on s'en reparle dans 10 ans. Ouais. Mais j'espère qu'on... Écoute, ben, j'ai hâte à la première phase, puis j'espère qu'on va pouvoir aller faire un tour de ça. Puis, absolument. Moi, je me rappelle encore, là, première phase du métro, là, j'avais tellement été souvent dans le métro de Laval, là. C'était une infrastructure qui me fascinait. J'étais plus jeune aussi, là, à l'époque. Puis, je sais pas si tu te rappelles ou tu as déjà vu ça, là, au début... Les chauffeurs de métro, ils laissaient leur porte ouverte à l'avant. Ben oui. Oh my God! J'avais eu une expérience similaire quand il avait livré la première voiture du train Azur, en fait. Que l'opérateur avait gardé sa porte ouverte. Qu'on pouvait voir justement à l'intérieur du tunnel. D'ailleurs, moi, c'est fascinant. Là. Il y a des vidéos qui traînent sur YouTube faites par des opérateurs anonymes, j'ai l'impression. Là. Ben oui. Ah, ben oui, il faut tellement envoyer un lien de ça. je vais le noter parce que je sais exactement de quoi tu parles. Parce que je pense que c'est moi qui t'avais montré ça. Ouais, je vais mettre ça dans les notes. Des vidéos que je trouve super intéressantes. De pouvoir voir l'aspect justement de ce qu'on voit pas normalement. C'est un aspect qui est plate de notre métro d'ailleurs, qu'on peut pas voir aucune des deux extrémités, qu'on peut pas voir dans le tunnel lui-même, qui est quelque chose qui, pour moi, qui est super curieux, puis j'imagine toi aussi, maintenant que tu m'en parles, qui est super intéressant de voir. Patrick, je te confirme, j'avais vu cette vidéo-là avant qu'on en parle, puis par moi-même. Ah, ben c'est excellent de bord. Ok, je me trompe pas, c'est ça. Oh mon Dieu, t'as même... Patrick, pour ceux qui... Je l'ai parlé récemment avec quelqu'un. Ok. J'étais comme, voyons donc, t'avais beaucoup trop vu ça. Je sais pas si c'est écrit comme ça, mais je sais que c'est un mot comme ça, puis je vais le retrouver si je cherche quelque chose comme ça. Bref, un opérateur anonyme qui nous a partagé sa vision de son travail dans le métro de Montréal. Puis pour finir là-dessus, en fait, ce qui va être super intéressant du REM, puisque c'est des voitures entièrement automatisées, qui ont pas de loge pour un opérateur, de cabine pour l'opérateur, ben, à la fois à l'avant et à l'arrière, on pourra voir les voies. Donc, on pourra voir où est-ce qu'on s'en va puis d'où est-ce qu'on vient. Ah. Ça va être super intéressant de pouvoir voir ça. Un peu yeux, comme... en fait. Chose qu'on peut pas faire du tout avec le métro. Moi, la vision que j'ai, c'est à Paris, là, le métro, le fameux métro automatisé. Là. C'est pas toutes les lignes, mais il y a une des lignes qui est automatisée. Puis oui, en effet, on a une belle baie vitrée pour voir où est-ce qu'on s'en va. Ah, j'étais fasciné. Là. Je me rappelle quand j'avais voyagé à Paris, là, c'était pas question que j'aille dans un autre véhicule que celui à l'avant. Sur ce métro-là. C'était comme... Ou un moment donné, j'avais essayé à l'arrière. Ça faisait différent un peu, là, mais avec une vision de l'extérieur. Là, je trouvais ça tellement intéressant. Ah, c'est tellement le fun. Ah oui, je suis 100%. Le REM va être vraiment génial pour ça. Définitivement. Là. C'est aussi, on sauve beaucoup de coûts là, au niveau des opérations parce que tu n'as pas un opérateur à avoir. Fait que j'imagine que avec les gares, ça va être similaire, c'est-à-dire des barrières anti-humains là, pour... Oui, c'est ce qu'on appelle des portes palières en fait. Donc, ça va être des portes sur chacun des quais qui va t'empêcher d'aller sur la voie directement puis qui va s'ouvrir en combinaison avec les portes. OK. Donc, Alain, on va parler de notre dernier sujet aujourd'hui. On voulait offrir aux gens des idées de quoi faire pendant leur couvre-feu. Ben oui, couvre-feu en vigueur en ce moment pendant qu'on s'enregistre, mais on ne sait pas pendant combien de temps. Jusqu'à la première semaine du mois de février, jusqu'à ce que ça change. Théoriquement, jusqu'à la première semaine de février. Oui. Donc, on veut parler du site web Board Game Arena. Alain, est-ce que tu peux me décrire qu'est-ce que ce site web? En gros, c'est un site web qui a été fait, je ne sais pas si c'est une compagnie ou un individu en général, mais en gros, le but de ce site-là, c'est d'offrir des jeux de table en virtuel pour des gens qui voudraient jouer l'un contre l'autre, des amis ou des inconnus, mais toutes sortes, une panoplie de jeux de table qui ont été comme créés virtuellement. En fait, pour préciser, c'est pas nécessairement qui ont été créés, mais qui ont carrément été portés. Là. C'est des jeux de table qui existent pour vrai, puis qui ont été convertis en mode numérique sur ce site. Absolument. Merci de la précision, Patrick. Et donc, Alain, est-ce qu'il y a un coût associé à ça? Oui, il y a un coût, mais ça reste quand même très minimal et optionnel.
En gros, comment ça marche le modèle, c'est que il y a des jeux qui sont considérés comme premium et d'autres non. La plupart des jeux ne sont pas premium. Je dis ça, mais il y en a qui sont premium. Mais la façon que c'est fait, c'est quand même intéressant. Là, c'est que pas tout le monde a à s'abonner. Seulement une seule personne dans le groupe d'amis de joueurs, là, si vous jouez en amis, peut s'abonner et ça va faire pour tout le monde. Donc, je donne un exemple. Ouais, donc, une seule personne permet de débloquer les jeux premium. Je donne un exemple. Là. Je suis abonné, mais parce que je suis abonné, ma blonde peut jouer avec du même emplacement que moi, là, donc avec la même adresse IP. Puis il peut même y avoir, par exemple, deux collègues qui jouent à deux de leur côté eux aussi avec la même IP. Donc c'est une restriction, mais seulement une personne qui est premium va pouvoir débloquer cette fonction-là. Sinon, là... Tu parles d'adresse IP parce que oui, c'est vrai, c'est une affaire que j'oublie, mais c'est une restriction qu'ils ont imposée là, que tu peux seulement, en temps normal, si t'es pas premium, avoir seulement une seule connexion par adresse. Exact. Donc, une personne par foyer qui peut jouer normalement dans la même table. Il pourrait y avoir plusieurs personnes qui jouent sur le site, mais pas dans la même table. Pour éviter un peu la tricherie. Là. Puis, de toute façon, c'est très clairement mis en évidence. Là. Quand tu joues avec quelqu'un qui provient du même emplacement, là, c'est indiqué. Là. OK. Ben, de toute façon, si c'est un problème une limitation pour du monde qui habite en colocation avec d'autres personnes, que ce soit famille ou des amis, toujours possible d'utiliser un VPN pour contrôler. Absolument, oui. Puis je le faisais au début, mais honnêtement, ce qui est intéressant, c'est certains jeux premium là, qui vont aller rajouter une sorte une diversité aussi là, dans les jeux. Ouais. On va dire comme ça. Écoute, puis je me rappelle au début de la pandémie, en fait, je sais plus qui dans mes amis, c'est probablement toi ou quelqu'un dans le même groupe là, qui m'a parlé de ce site-là, puis c'est depuis ce temps-là que je joue les week-ends avec des amis sur ce site-là. Absolument. Puis moi, de temps en temps, mais c'est vraiment génial là, pour utiliser. Absolument. Là. Puis on le recommande fortement parce que ça se fait de façon sécuritaire, puis ça permet d'aller chercher une espèce de lien supplémentaire avec des êtres humains qu'on n'a plus en pandémie. Le fait de se réunir et de jouer à un jeu de société, même si c'est à distance, en tout cas dans mon cas à moi, là, tu me le diras si c'est partagé de ton côté, là, mais ça reste de quoi qui est réconfortant, puis ça fait du bien au moral. Non, je suis d'accord avec toi. J'ai toujours trouvé ça agréable de jouer en fait avec ça. À la base, il faut que tu apprécies le jeu de société. Absolument. Si t'aimes pas ça, c'est sûr que je pense pas que tu vas apprécier le site. C'est le minimum. Mais c'est vraiment comme si tu joues à un jeu de société. Là. Tu joues à un jeu, tu te mets sur Discord avec tes amis en même temps. Discord qu'on a déjà parlé tout à l'heure aussi. Donc, c'est un excellent outil pour pouvoir pour jouer à ça en même temps. Puis ça fonctionne très bien. Là. Puis oui, je vais chercher essentiellement ce que je suis capable d'aller chercher normalement quand je joue des jeux de société en vrai. Oui. Donc, pour parler un peu des règles, là, il y a deux modes de jeu. On peut jouer soit sous forme de tour par tour ou en direct. Donc, ça peut être intéressant aussi si on pourrait, par exemple, se partir une game d'échecs avec un collègue, là, où, je sais pas, pour ceux qui se rappelleront, là, il y avait comme les Scrabble ou Yahtzee sur Facebook, là, en décalé, là, tour par tour. Là. Mais la plupart des jeux, c'est possible de partir du tour par tour ou de jouer en direct avec un temps prédéfini. Donc, c'est le fun, ça donne une certaine alternative. Là, juste pour que tu m'aides aussi, il me semble que j'ai jamais changé ce mode-là. Il me semble qu'on joue tout le temps en tour par tour. Nous, on joue toujours en direct. Tour par tour, ça serait, mettons, on jouerait une game. Mettons qu'il y aurait une partie, par exemple, d'échecs. Mais on pourrait, mettons, dire on a 4 heures entre nos mouvements pour faire un mouvement d'échecs. Donc, c'est des games qui peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Une partie d'échecs, par exemple. Mais tu peux faire ça là, du tour par tour sur la plupart des jeux. OK. Non, mais c'est cool. Puis, c'est un truc que j'avais écrit, mais je le parlais aussi d'un peu comment c'est fait, ce site-là. Oh, très intéressant. Là. Je vais te laisser en parler en premier, puis je rajouterai des commentaires au vif. Je veux dire, je ne vais pas trop rentrer. Je peux parler un peu de la technologie, qui est quelque chose d'assez relativement simple. C'est une technologie du web assez standard pour fonctionner, mais ça reste que
mon Dieu, des fois, on se demande comment c'est bancal, cette affaire-là. Je dis, en bout de ligne, ça, malgré tout ce qu'on peut observer comme problème potentiel, ça fonctionne quand même très bien. On soulève plusieurs points au niveau du UX, là, donc le design de l'interface et de l'interaction avec l'utilisateur qui est comme des fois, mon Dieu, on se demande qui a pensé à ça. Là. On va le dire. Mais somme toute, on se débrouille très bien avec Ceux ça. qui ont déjà joué au site là, vont se reconnaître dans ce que je dis, là, mais le maudit tutoriel qui nous montre, là, ça fait 2 ans que je suis sur le site, puis ça fait 2 ans qu'il montre le tutoriel de façon aléatoire. Là. Toujours à des moments un peu qu'on veut pas vraiment ou tu sais comme la seule chose qui m'intéresse c'est d'aller rejoindre des amis en partie, mais là il nous met le tutoriel. Ouais. Est-ce que tu cliques un peu pour comprendre comment partir une partie? Ouais, l'interface, des fois, est un peu traite, puis tu te demandes un peu ce qui se passe. Tu essaies de faire quelque chose, puis là, ça marche pas comme tu le penses. Il y a clairement un besoin d'amener ça à niveau d'une certaine façon. Là. Comme tu dis, l'espèce de tutoriel qu'on dit, c'est vraiment une espèce d'interface, de surinterface qui va apparaître, qui va t'obliger de passer au travers d'étapes juste pour te montrer comment le site fonctionne, alors que tu sais déjà comment le site fonctionne. Ouais. Puis le bug, le bug. J'ai l'impression que c'est une feature parce que c'est tellement évident cette affaire-là, ça n'a même pas rapport. Comme quoi, quand tu viens de terminer une partie avec des amis, puis là, qu'il y a quelqu'un qui te demande de te réinviter pour jouer une autre partie ou un nouveau jeu, il faut absolument que tu quittes la partie pour recevoir l'invitation, sinon tu ne la vois pas. Ouais, des petites particularités comme ça, mais qu'on finit par apprivoiser avec le temps. Là. Mais ça reste quand même, au final, on a beau chialer, là, quand tu pars une partie, je sais pas comment c'est fait à l'interne, mais j'ai l'impression que tu tombes sur une espèce de serveur ou une zone différente. Là. Puis quand on est en partie, règle générale, ça va bien. Je sais pas pour toi, là, as-tu déjà vu des bugs avec un jeu qui aurait fait un mauvais calcul ou... Ben, au niveau du respect des règles, non. J'ai vu des bugs d'interface, oui, ou de serveur, mais généralement, un simple rafraîchissement de la page va corriger le problème. Oui. Sans perdre de où qu'on était rendu. Donc, c'est vrai. À ce niveau-là, par contre, le site est quand même très résilient. Ah, ça... t'as un problème, tu peux recover 99,9% du temps. Ça, c'est vraiment... Puis c'est rare quand même que tu aies des problèmes. Une très grande force de ce site-là. Là. Pour ceux qui ne savent pas, la touche F5 de l'ordinateur, ou si vous avez un Mac... fonction c'est commande R sur la Mac. Puis sur Windows, c'est aussi CTRL R, F5, c'est une touche de plus, mais... touche dessus. Mais bref, pour rafraîchir l'écran, ça fonctionne. Donc, vous n'allez pas sortir du jeu, vous allez revenir dans le jeu, recharger la page, recharger le jeu, puis comme Patrick le disait, là, ça règle la plupart des problèmes. Mais tu sais, ça reste quand même un jeu, un site très intéressant par sa diversité de jeux et d'options disponibles. Ouais. Puis avant qu'on parle des jeux, Alain, je vais juste quand même amener un aspect que je trouve quand même super intéressant du site, qui est même un avantage comparativement à jouer en jouant physique là, avec des cartes puis des dés là, puis, dans tes mains. C'est l'aspect d'application des règles. Ce site-là te permet de jouer à des jeux qui peuvent avoir des règles aussi complexes qu'ils soient et que tu vas être toujours assuré de respecter tout le temps ces règles-là. Absolument. Tu n'as pas besoin de te casser la tête, de compter ou de faire comment. As-tu le droit de faire ce move-là, ce tour-ci? Il faut que tu t'attendes. Le jeu te laissera pas faire. L'interface va être faite en sorte que tu ne pourras jamais faire quelque chose que tu n'as pas le droit de faire. Et juste pour ça, là, ça simplifie tellement l'adoption des jeux. C'est incroyable. Absolument. Là. Ça permet de rapidement être en mesure de jouer parce qu'on n'est pas besoin de savoir dans les technicalités du comptage de points, par exemple. Là, ça, c'est le meilleur exemple. Un jeu qui compterait des points de façon intéressante, mais peut-être un peu plus lente en réel, ça se fait automatiquement et correctement quand on joue au jeu en virtuel. Puis on a des exemples là, dans les jeux qu'on va parler plus tard, qu'il y en a là-dedans, que c'est quand même assez complexe compter les points. Puis mon Dieu que je suis content. Ça rend ça même plus agréable, je dirais. Sur certains jeux, je suis d'accord. Là, on en parlera plus tard, là, mais oui, définitivement plus agréable. Là, de loin. Donc, parlant des jeux, on va commencer avec le premier. Premier qui est malheureusement... attends, je vais confirmer là, avant de dire. J'ai joué en fin de semaine. Donc, tu as bien raison, Patrick. Ce n'est pas un jeu premium. Il se nomme Dice Forge. Jeu de... Mais j'ai le compte premium moi aussi, en fait. Je l'ai pris parce que justement, c'était un prix ridiculement bas. Puis quand je m'en sers quand même, je m'en suis servi tout le début de la première vague de la pandémie et quand on était... Pour vous donner un prix, là,
on parle de 34,8 Canadiens, pas par mois, par année. Donc, c'est très peu là, pour supporter un site qui doit avoir quand même des hauts coûts d'hébergement. Là. Puis moi, honnêtement, surtout en début de pandémie, moi, je l'avais pris parce que, dans le fond, il y avait des... au début, le site n'était pas assez costaud pour gérer plus de 30 000 utilisateurs simultanés. Donc, si tu étais premium, tu passais à l'avant de la file d'attente pour rentrer plus vite sur le serveur. Okay. C'est ça qui m'avait fait prendre à la base mon abonnement. Puis c'est certain que je vais le renouveler à ce prix-là. Là, c'est moins cher. C'est moins cher qu'un jeu de société. On se comprend. Ça donne accès à tout plein de jeux. Ça donne accès à tout plein de jeux intéressants. Là. Donc on va commencer avec le premier qui n'est pas un jeu premium, du nom de Dice Forge. Oui. Dice Forge, qui est un jeu où on construit des dés. Puis, de la façon qu'on construit ces dés, on va aller récolter des ressources, là, donc des lunes ou du feu. Puis, ça va nous permettre de faire l'achat de cartes. Vraiment très intéressant là, comme jeu, là, par ses multiples stratégies. Ouais, c'est un espèce de jeu. Puis là, il faut le dire, là, ce jeu-là existe en vrai. Puis le jeu en vrai, tu assembles ton dé avec des faces de dés que tu achètes. Évidemment, dans l'interface, ça simplifie un peu le processus. Mais en bout de ligne, c'est un jeu de gestion de ressources. Où que tu vas gérer, ça va être de l'or, comme tu as dit, de lune, feu, et des points de victoire. Et donc, au travers de ces ressources-là que tu vas chercher, tu as l'aspect des faces de dés, tu as l'aspect des, je sais pas comment ils appellent les cartes dans ce jeu-là? Je pourrais pas dire, mais c'est pas très important. Une espèce de cartes que tu achètes avec les ressources lune et feu, et qui te permettent d'aller chercher soit des points de victoire ou des effets particuliers, qui va permettre d'augmenter la taille de ton inventaire, récolter des points de telle façon, de rejouer ton tour, des trucs comme ça. Ce qu'on aime beaucoup, qui vont donc affecter le déroulement de la partie. Ce qu'on aime beaucoup de ce jeu-là, Patrick et moi, là, c'est surtout ses multiples façons de jouer. Honnêtement, j'ai joué avec plusieurs utilisateurs différents, là, plusieurs amis. Puis, c'est toujours intéressant parce qu'il y a plein de façons de jouer. Ah, il y a tellement de stratégies possibles, là. C'est vraiment là, le fun. Quand tu pensais arriver à bout de toutes les stratégies, mais tu as des extensions pour aller rajouter encore plus d'options. Là. Donc, tu vas racheter des nouvelles cartes, justement, qui vont avoir d'autres des nouvelles cartes. Qui sont pas dans le jeu de base. Oui, c'est ça. Puis, les stratégies sont infinies. Puis, il y a aussi un peu de chance parce que de la façon que tu forges tes dés, des fois, tu as en tête une stratégie, mais la chance n'est pas de ton côté quand tu roules, ou des fois, au contraire, tu te dis, je vais juste mettre assigner 2 faces pour la récolte d'une ressource X, puis finalement, mais tu tombes toujours sur les 2 mêmes faces que tu veux pas, puis pas sur les faces de ressources que tu veux, là, donc... Ah, c'est toujours comme ça. Hey, je vais te décrire la partie que j'ai jouée en fin de semaine, où c'était Anthony qui a gagné la partie. Et il a réussi, là, mon Dieu, il a tellement bien joué, là, il a fait tellement de points, ça avait même pas de sens comment il a fait ça. On jouait dans le fond en plus avec une extension qu'on avait accès à des cartes qu'on n'avait pas accès normalement. Et ce qu'il avait réussi à faire, d'ailleurs, il jouait le premier, donc il était chercher la case de 6 gold, qui est unique d'ailleurs dans le jeu, il y en a juste une, puis c'est le premier joueur qui la pogne tout le temps de toute façon. Ouais, donc carte très avantageuse. Il a réussi à faire 2 choses en particulier. Il était chercher 3x3. Wow. Donc ça en partant, ça aide. Puis il était chercher une carte qui est, au lieu du marteau comme on connaît, là, que tu convertis du gold en points de victoire. C'est pas le staff? C'était... C'est pas un staff ou un bâton? Je sais pas comment il s'appelle là, l'autre. Mais cette autre chose qui ressemble à le même principe que la carte du marteau, c'est tu ramasses du gold et tu l'échanges contre du feu et ou des lunes. Puis là, il était capable d'aller sûrement chercher des faces là, 3 fois. Ça prenait genre juste 6 de gold pour aller chercher, je pense, 2 d'une unité. Puis tu pouvais stacker cette carte-là. Qui t'allait chercher 3 cartes comme ça. Que genre, avec ses x3 qui allait chercher full de gold, il remplissait, en un tour, il remplissait toutes ses cartes, puis il allait acheter full de cartes spéciales. C'était un effet d'entraînement, puis il a fait tellement de points, là, ça n'a même pas rapport. Donc, la chance, puis les compétences ont fait que notre ami Anthony a dominé tout le monde. D'ailleurs, c'est drôle parce que il me l'a raconté la journée d'après. Il était très fier de son coup, on va le dire comme ça. Là.
Ah oui, il a bien joué là-dessus. On va enchaîner sur un deuxième jeu. Oui. Justement, qui est dans la vraie vie un petit peu plus compliqué à compter les points. Mon Dieu, je voudrais pas jouer Le ça jeu en vrai. s'appelle 6 qui prend. En gros, le but, c'est d'aligner des cartes. Puis, en fait, Patrick, vas-y donc. Je pense que tu vas plus. Oui, ça va être. C'est pas simple à expliquer en plus comme truc. C'est le genre de truc comme, bon, écoute, t'as jamais joué, mais regarde-nous, on va jouer une game, puis après ça, tu vas comprendre comment ça marche. Mais c'est un jeu dans lequel il faut que tu comptes. Je vais dire que tu comptes des cartes, mais il faut que tu alignes des cartes ou des suites de cartes. Puis encore une fois, pas nécessairement intervalle régulier, c'est juste carte supérieure à la carte qui est déjà sur le terrain. Et le but, c'est de débarrasser de toutes ces cartes dans son jeu. Sans jamais rien prendre. Et la manière que tu places tes cartes, quand tu en mets. Tu as toujours 4 rangées à la fois. Puis quand tu mets la 5e carte dans une rangée ou la 6e carte, là, je me souviens plus, tu ramasses la pile au complet. Puis quand tu ramasses la pile, mais là, tu accumules des points. Puis le but, c'est de ne pas accumuler ces points. Dans le fond, c'est un score descendant. Là. Puis c'est, Patrick, je te confirme, c'est la 6e carte qui prend, comme le nom l'indique. Comme le nom du jeu. Ah, ben merci, hein? La réponse était dans le nom. Donc, c'est ce qui prend pour ça. Là. Donc, en effet, quand tu mets la 6e carte, tu prends la ligne, la rangée au complet. Tu perds des points. Et tu perds des points. Mais bref, jeu qui tire vraiment profit de façon remarquable de l'informatique et du calcul de points. Là. Ah oui, une partie de ce qui prend dans la vraie vie. C'est compliqué parce que juste savoir où est-ce que tu vas mettre la carte, c'est déterminé en ordre croissant. Donc, tu sais... Donc, c'est la première pile dans laquelle c'est possible de mettre la carte ou que la carte va aller. Puis c'est facile de faire une erreur puis de la mettre à la mauvaise place. Ben, le jeu le fait pour toi. Le seul moment où tu as vraiment une décision à prendre, c'est quand tu essaies de mettre une carte puis qu'elle est plus petite à toutes les cartes qui sont déjà sur le jeu. Donc là, il faut que tu ramasses une pile pour en mettre ta carte. Et là, tu peux choisir quelle pile tu ramasses. Mais autrement, tu choisis jamais où est-ce que tu places la carte. Le jeu le fait pour toi. Oui, on le recommande. C'est ce qui prend très bon jeu. Ça se joue. Puis ce qui est le fun, c'est que ça s'apprend très vite aussi. Là. Donc, la courbe, comme Patrick l'a mentionné, là, tu regardes une partie où tu joues une partie, là, puis tu comprends très rapidement. Ah, définitivement. Ensuite, on peut poursuivre avec le jeu Diamant, ou en anglais Ink and Gold. Ça, c'est un peu un jeu de chicken, mais moi, c'est comme ça, je le compare. Là. C'est-à-dire que il y a des cartes qui sont sur le jeu, puis dans les cartes qui sont en face cachée, il va y avoir des monstres. Puis si on vire 2 monstres identiques, mais tout le monde ne se sont pas retirés à temps, vont perdre tout ce qu'ils ont accumulé jusqu'à ce point-là. Je sais pas si c'est... Donc, juste pour donner un overview de ce jeu-là, en fait, c'est un jeu qui se joue en 5 manches. Chacune des manches est en fait, dans le scénario du jeu, c'est une expédition. Et le but, c'est d'accumuler le plus de diamants possible sans perdre, entre guillemets, l'expédition. Et on perd, comme Alain l'a expliqué, on va perdre l'expédition. En fait, c'est pas des monstres, c'est des dangers, là, parce que un éboulement n'est pas un monstre. Effectivement, c'est vrai. Ça faisait longtemps que j'avais vu les dangers. Oui, mais c'est ça. Ma mémoire est fraîche parce que, comme je te dis, j'ai joué en fait. Ça va être que là, je m'en souviens un peu comment ça marche. Mais bref, donc dans une expédition, on dévoile des cartes une après l'autre. Le lot va être divisé de façon égale entre les joueurs. Le reste de la division va rester sur le jeu. Et c'est quand un joueur part que le reste va aller à ce joueur-là. Puis encore une fois, divisé s'il y a plus qu'un joueur qui quitte l'expédition. Et quand tu quittes, tu gardes tes gains. Et là, tu vas les accumuler sur ton total. De là, la game de chicken. Alors que si... la game de chicken. C'est-à-dire que si on reste sur le jeu... Ouais, exactement. Est-ce que tu restes ou tu pars? Puis, en plus, c'est bien fait, là, parce que si 2 personnes partent en même temps, ils vont se diviser le butin actuel. Ouais, donc, exactement. non, ça fait des drôles d'interactions. Puis, c'est un jeu avec littéralement 2 boutons, là, rester ou partir. Donc, exactement. C'est ça tout le long de la partie. Puis je trouve ça toujours très drôle parce qu'on est souvent pris dans des situations que le RNG, donc la partie aléatoire du jeu, est des fois totalement contre nous. Il y a des parties qu'on dévoile 2 dangers d'une shot puis on perd tout de suite. Puis il y en a qu'on va tuffer. Là, bon Dieu, on va dévoiler 20 cartes de suite puis on va être correct. Ouais. Là. Tu sais jamais quand ça va arriver, puis c'est toujours la question, est-ce que je prends le risque ou pas de risque? Absolument, puis ça fait une belle dynamique, là, on recommande. Là. Donc, Diamant ou Ink and Gold en anglais, dépendamment si vous avez le site en anglais ou en français.
On va passer au prochain jeu qui s'appelle Solo. Ça, ça ressemble beaucoup au Uno, mais je pense que c'est plus joué en Europe, là. Donc, ouais, mais c'est l'impression que ça nous a donné. Là. Absolument. Donc, c'est un Uno là, avec les mêmes règles traditionnelles, là, plus 4 cartes. Puis, mais il y a aussi change de couleur. Puis, au même principe, on peut mettre, mettons, un 6 ou une carte de la même couleur. Là, comme le Uno. Mais il y a des cartes supplémentaires. C'est ça. T'as toutes les cartes du Uno, puis la façon de jouer traditionnelle du Uno. Donc, t'as les 4 couleurs, t'as le changement de couleur, le plus 4 cartes avec le changement de couleur, le plus 2 cartes, le changement de barre. Puis comme tu vois, dérivé dans toutes les couleurs, avec les règles normales qui vont avec le Uno. Mais il y a 2 cartes supplémentaires. Et je sais pas si la règle de plus aussi existe dans le Uno ou non, mais je n'ai pas souvenir de ça. On peut pas changer de deck. Est-ce que tu veux décrire, Alain, les 2 cartes de plus? Il y en a 3, à mon avis. Il y a une carte pour échanger de paquet avec un autre. Oui. Une carte. Qui, elle, est de couleur, d'ailleurs. Il faut que tu respectes la couleur pour la mais passer. ça échange le paquet. Donc, tu as 22 cartes et tu échanges avec le gars qui a 2 cartes. Très, très désagréable comme carte. Mais qui met beaucoup de piquant. C'est génial. Là. Ça rajoute une dynamique là, qui est vraiment le fun. Deuxième carte supplémentaire, c'est une sorte de... on passe le paquet au joueur suivant. Donc, chaque joueur va passer la carte. Fait que des fois, ça va faire en sorte que c'est un jeu qui demande peut-être un petit peu plus de mémoire que l'Uno régulier parce que tu dois te souvenir des cartes que tu as parce que ça se peut très bien que le tour suivant, tu aies le deck suivant, mais tu sais théoriquement encore ce qu'il y a dans le paquet que tu avais. En fait, c'est à ton avantage de te souvenir le paquet que tu avais puisque là, tu peux jouer de façon à ne pas aider le joueur suivant. Exact. Ouais. Puis il faut dire que cette carte-là, donc cet échange de paquets-là, va se faire dans le sens du jeu selon le sens courant. Donc on se rappelle que même chose qu'Uno, là, tu peux changer le bord du jeu. Là. Donc cette rotation-là de paquets va suivre le sens actuel. Puis, y avait-tu une autre carte? En tout cas, moi, je m'en... De mémoire, c'est les seules deux cartes. Mais il y avait aussi une autre affaire qui différencie totalement le Uno, qui rend le tout, ma foi, très... c'est la meilleure règle. Un peu plus anarchique, là. C'est... mettons que Patrick joue un 6 rouge et que moi, je suis pas le prochain à jouer, mais j'ai aussi un 6 rouge dans mon paquet. Mais si je clique sur mon 6 rouge avant le joueur qui est supposé jouer, mais je passe par-dessus tout le monde et je joue mon 6 rouge. Ouais. Et le tour va au joueur suivant après moi. Donc, là, tout le monde qui était entre le joueur qui venait de jouer et toi ont perdu leur tour aussi. Ça fait comme des fois, là, ça fait des situations, une espèce de bataille là, avec tout le monde qui se vole les tours. Puis d'ailleurs, un petit shout-out au message d'erreur qui prend souvent la moitié de mon écran quand je joue à ce jeu-là. Là. Quand tu essaies de cliquer trop de fois, c'est quelque chose que tu n'as pas le droit de faire. Là. C'est ça, parce que des fois, tu veux jouer de façon optimale. Là, fait, moi, souvent, je cliquais quand même si je n'avais pas la carte, au cas où que la carte sorte après. Là. Oh mon Dieu. Mais écoute, cette règle-là rajoute tellement de dynamique incroyable. La possibilité, je le nommais une couple de stratégies ou de possibilités que ça débloque. Là. La possibilité que tu as de littéralement, je veux dire, stacker entre guillemets, là, mettons que quelqu'un met un plus 4 cartes changement de couleur. Ça c'est cool. N'importe qui peut mettre cette carte-là par après, puis accumuler, puis tu augmentes le plus 4 cartes. Donc là, ça devient un plus 8 cartes. Un autre qui en met, ça devient un plus 12. Et des fois, quelqu'un va se ramasser un plus 20 cartes. Ah oui, non, c'est... à devoir piger. Puis après ça, le paquet, il se passe. Tu peux volontairement te coordonner avec les autres personnes pour le faire volontairement. Puis le paquet, après ça, il va se déplacer, parce qu'il y a des cartes pour changer le paquet. Il y en a qui vont faire exprès de ramasser ça, puis après ça, l'échanger avec quelqu'un d'autre. C'est d'ailleurs quasiment une bonne stratégie, parce que tu le passes au joueur suivant, les chances qui te reviennent dessus sont moindres. Puis, dans le fond, comme le Uno, il faut qu'on cogne. Mais c'est pas à la dernière carte, c'est à l'avant-dernière carte. Il faut absolument que tu calles le solo. Il faut que tu cliques sur le bouton caller solo avant de jouer ton avant-dernière carte. Sinon, de sorte que tu es en solo quand ta dernière carte est dans tes mains. Donc, c'est un petit trick, mais ça t'oblige à devoir faire l'action avant de te ramasser une carte, puis pas le faire n'importe quand pendant que tu as une carte. Et évidemment, si tu contreviens à cette règle-là,
ben, tu te ramasses immédiatement avec 2 cartes supplémentaires. Donc, tu passes de 2 à 3 cartes. Puis, mais ça t'amène à des stratégies qui sont super intéressantes, du genre, j'ai 2 cartes en ce moment dans mon jeu. Une de ces 2 cartes-là, c'est un échange de paquets. Donc, je vais jouer l'échange de paquets sans Calino. Je vais automatiquement piger 2 cartes et mon paquet va s'envoyer. Donc, mon paquet va passer à 3 cartes à une autre personne qui pourrait, mettons, avoir juste une carte. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire. Là. T'as plein de petites stratégies comme là. Puis ce jeu-là, il se joue à combien ça se joue, solo? Beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Plus qu'il y a de fous, plus on rit, là, ça, définitivement. Quand on joue des games à 8, là, aïe, là. Oui, définitivement. Et ça, généralement, c'est un jeu que moi j'appelle le jeu de fin de soirée. Là. Tu finis ta soirée de Board Game Arena avec ce jeu-là. C'est de 2 à 10, mais on recommande vraiment pas à 2, là, un minimum de 3 personnes. Puis je dirais même 4 en 4. fait. Là. Je pense pas qu'en bas de ça vaut la peine. Mais, pour finir, comment on gagne à ce jeu-là? Parce que par défaut, le jeu est en 3 rounds. Puis à la fin du round, la personne qui a fini le round va perdre 0 points sur son total de 500 points. Et s'il te restait des cartes spéciales comme plus 4 cartes, je pense que c'est 40 points. Ou sinon, s'il te reste un 6 rouge, c'est 6 points. Donc, de là, l'intérêt. Donc, c'est soit la valeur de la carte ou des valeurs quand même assez élevées pour toutes les cartes qui ont modificateurs, des trucs spéciaux. Ouais. Puis, le but, c'est d'avoir le plus de points à la fin des 5 rounds. Ou de rester des points. C'est qu'un perd, parce que c'était du déjà vu aussi. Là, quelqu'un... Mais ça, c'est ça que tu joues avec un nombre de rounds ou avec le nombre de points que c'est le deck. En fait, c'est juste quand quelqu'un atteint 0 et là, c'est le gagnant, c'est celui qui va rester le plus de points. Là. Tu peux aussi jouer de cette façon. Donc, ça peut être long par contre. Nous, ce qu'on recommande, là, c'est de faire en 3 rounds celui qui reste le plus de points. Là, comme ça, on garde sous contrôle la durée. Parce que ça peut être long comme jeu. Là. Oui. Surtout à 10. Là, des fois, on se retrouve dans des cycles là, où on dirait que personne n'est capable de finir parce que tout le monde joue en équipe pour s'assurer que personne finisse. Là. Je sais pas si c'est... oui. En tout cas, nous, c'est définitivement quelque chose qu'on faisait entre amis. Là. Ouais. Solo. Un jeu qu'on recommande. Alain, dernier jeu ouais. que tu voulais parler, Rallyman GT. Jeu, ma foi, quel drôle de jeu. Ce jeu-là nous a pris quelques parties à comprendre. Oh mon Dieu, oui. Mais tellement de rire. En tout cas, des bons souvenirs. Toi, tu l'as trouvé drôle. Moi, j'ai de la misère avec ce jeu-là. Je vais le dire comme ça. Parce que bref, on contrôle une voiture de course qui a des vitesses. Donc, on contrôle la vitesse sur la piste. Puis à chaque tour, les tournants ont une certaine vitesse maximale. Jeu, ma foi, très intéressant par sa situation. Là. Puis, en fait, c'est une course. Là. C'est une course. C'est le premier qui arrive à la ligne d'arrivée. Normalement, tu peux jouer plus qu'un tour. On recommande tout de suite. Si tu commences, joue à un tour pour commencer. Là. Vous prenez... Je vous recommande d'aller faire une petite recherche sur le nom des maps. Prenez-en une qui n'a pas trop longue et un tour seulement. Là, par pitié. 3 tours. Là. Imagine un 3 tours en tour par tour. Ah non. C'est une game de 2 semaines. Pour vrai, moi, j'ai trouvé ça long. Puis, je veux dire chiant. Là. C'est pas... tu vois, moi, j'ai adoré. Mais je peux comprendre. T'as un fun là-dedans de voir tout le monde se planter, là, c'est comme magnifique. Là. Le jeu en soi est quand même relativement simple. Une fois que tu as compris toutes les subtilités de ce que tu as à comprendre pour avancer, tu brasses tes dés, puis tu avances comme tu peux, puis tu manages ta vitesse avec... C'est ça, une fois que tu as compris le jeu, c'est là que c'est dans mon livre à moi, devient plus intéressant, là, parce que... Puis ça va bien, puis ça va être surtout après ça, la chance que tu as en brassant tes dés ou le petit risque que tu prends en brassant tes dés. Là. Mais après ça... mais au début, c'est hilarant au début parce que tout le monde essaie de faire quelque chose puis comprend pas comme à ce moment-là, je peux pas aller aussi vite que ça ou j'ai pris trop de risques en brassant trop de dés d'une shot puis là j'ai pris trop de danger donc j'ai un dérapage ou quelque chose. Puis là, ça prend du temps. Là. Le monde sont comme pognés. Là. Il faut qu'ils vont skipper un tour avant de pouvoir partir puis là, ils repartent de zéro puis oh là là. Ça, on peut recommander aussi peut-être aux joueurs plus avertis, là. Mais il reste quand même un très bon jeu. Puis, encore une fois, le contrôle automatique simplifie grandement les règles. Ah, définitivement. Là. Que le site, là, il va manager pour toi puis il va jamais savoir... Parce que ça, ce jeu-là, oui, juste... Même avec le site, je trouvais ça compliqué à comprendre. C'était long, comme je disais, à comprendre toutes les subtilités du jeu. Donc, d'avoir le site qui nous dit comment, ce qu'on peut faire, parce qu'on n'a pas le droit de faire, puis qui lui-même calcule les effets ou
ou les pénalités ou whatever. Ah, ben juste pour ça, absolument. là. My God, ça vaut la peine. Peut-être un dernier jeu, je l'ai vu dans la liste des jeux premium. On le recommande. C'est un jeu qui est, ma foi, difficile à gagner. C'est un jeu en équipe. Ça s'appelle Hanabi. Ça se joue à juste... Ah oui, ça se joue à de 2 à 5 joueurs. Quand même, il reste quand même simple. Là. Ils mettent une complexité de 2 sur 5, mais définitivement compréhensible. Tu peux le comprendre avec la première partie. Le jeu, c'est un jeu coopératif. Il faut empiler avec 4 couleurs et je pense que ça va jusqu'à 5. Ça se peut-tu, Patrick? C'est 5, 4, 3, 2, 1. J'ai joué juste une fois ou deux que j'ai pas un assez bon souvenir pour être capable de dire du moins les quantités. Mais oui, non, j'ai vu une démo, là, ça va de 5. Donc, il y a 2 cartes 5 de chaque couleur. Puis, en gros, sans se parler, il faut qu'on réussisse à accumuler les piles jusqu'à... c'est de 1 à 5, dans le fond. Puis, ce qui est difficile, ce jeu-là, c'est que tu peux donner des indices aux gens, mais tu n'as pas le droit de leur parler. Puis, tu vois le jeu de tout le monde, sauf ton propre jeu. Ah oui, c'est ça. Jeu qui est, ma foi, très agréable à jouer sur ordinateur parce que les indices que tu donnes aux autres joueurs, ils vont rester toute la partie. Donc, si tu dis, mettons... tu peux donner... il faut que tu gères tes indices parce que tu n'as pas... c'est pas infini les indices. Tu en as en certaines quantités. Puis quand tu joues des cartes, tu gagnes des indices. Mais bref, ce qui est intéressant en jouant virtuel sur ce jeu-là, c'est que les indices restent. Donc, si, mettons, tu as une main avec 3 cartes rouges, ben, tu peux indiquer soit le chiffre ou la couleur. Donc, si, mettons, tu indiques 3 rouges, mais là, le coéquipier va savoir que c'est... C'est beaucoup de lire entre les lignes. Exactement. Puis tu n'as pas le droit de dire le jeu des autres aussi. Là. Donc, ça reste très intéressant comme jeu. Là. On le recommande. Très simple à apprendre. Puis, les parties sont courtes aussi. Là. C'est maximum quinzaine de minutes. Puis, pour gagner le jeu, c'est très simple. Il faut juste les placer. Placer les cartes à 5 sur toutes les couleurs. Ouais. Puis ce jeu coopératif, on le rappelle, donc quand tu gagnes, c'est ça. Donc c'est le fun, ça fait un jeu différent. Là, on vous a parlé de... Mon Dieu, on vous a parlé de 6 jeux, mais il y en a des centaines. Ça, c'est... Oui, il y a énormément de jeux, puis même nous, moi, j'ai pas encore tout joué. Là, absolument. Je sais qu'il y a des jeux extrêmement complexes aussi sur le jeu, il y a des jeux encore plus rapides, il y a des classiques aussi là, qu'on n'a pas mentionnés. En fait, tu as mentionné tantôt quelques-uns. Aux échecs, il y a énormément aux échecs de jeux. chinois. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Tant que tu apprécies d'une certaine façon les jeux de société. Puis c'est pour vrai, passer des heures là-dessus. Absolument. Donc, cette période de confinement, là, c'est ce qu'on vous recommande de faire, là, définitivement, là, pour passer le temps puis avoir un peu de plaisir en famille ou entre amis, ou les deux. Exactement. Donc, Alain, avant de se laisser aujourd'hui, on voulait rappeler aux gens de pouvoir nous suivre sur les différentes plateformes. Oui. Donc, je pense que je ne l'ai même pas noté, là, mais je l'ai écrit quelque part. J'ai créé les différents threads sur Reddit pour chacun des épisodes publiés jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est le meilleur endroit pour avoir des discussions sur les épisodes, les sujets qu'on a. Si vous avez des points à apporter, si vous avez des corrections à apporter, là, je sais que dans nos amis qui ont commencé à réviser les épisodes, qui ont remarqué des choses qu'on a dites qui n'étaient pas nécessairement exactes. Donc, c'est le meilleur endroit pour apporter ce genre de commentaires. Puis on accepte la critique, puis on n'est pas parfait. Là. On est loin de là, on reste humain. La plupart des épisodes se font en une take on the fly. On va couper plus qu'on va rajouter. En fait, on rajoute jamais. On s'entend. Non, c'est ça. On va juste enlever le gras, on coupe. Puis on va garder l'essentiel. Mais c'est ça, donc c'est enregistré une fois, puis on reste des humains. Ça va nous faire plaisir de nous corriger le prochain épisode si vous détectez des erreurs ou peut-être des mauvais mots qu'on aurait pu avoir glissés là, dans nos podcasts. Là, je sais qu'on s'améliorait évidemment avec les épisodes, là, mais au début, c'était peut-être pas aussi chrétien que nos épisodes maintenant. Et sinon, il y a aussi le Discord que vous pouvez joindre si vous voulez discuter de façon plus générale avec nous. Ou discuter avec d'autres auditeurs. Là, Oui, exactement. C'est la meilleure place pour pouvoir juste une discussion plus ouverte. Absolument. Donc,
Et pour tous les liens et les autres liens aussi, Facebook, Twitter, Instagram, vous allez les avoir dans les show notes. Donc, pour les nommer rapidement, là, Facebook, bonjour, hi, mon MTL, en un mot. Twitter, bonjour, hi, MTL, en un mot. Instagram, bonjour, hi, Montréal, mais Montréal écrit au long.ca, qui est notre futur site web là, en construction. Puis les podcasts, historiquement, sont disponibles sur la plupart des plateformes qui acceptent les podcasts.